Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Un petit mot d'introduction. Petit à petit, la CFE-CGC va son chemin, trace son sillon sur le sujet aujourd'hui définitivement prioritaire des questions relatives à la transition environnementale. Il faut remercier Emadi qui est ici, qui interviendra tout à l'heure, d'animer ce secteur à la Confédération et d'avoir porté depuis plusieurs années ce sujet-là au plus haut niveau de préoccupation et de production à la Confédération. Alors, on a produit un document il y a plus d'1 an maintenant qui s'appelle « Restaurer la confiance », dans lequel on aborde la question en chapitre 2. Et vous allez me dire, mais pourquoi le chapitre 2 si c'est à ce point le sujet prioritaire? Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un parti pris. Nous avons dit il y a un chapitre 1, et le chapitre 1, c'est la question économique. Tout le temps que notre économie sera, pour la partie la plus importante, gouvernée par le principe fondamental de maximisation du profit pour l'actionnaire, nous ne pourrons pas raisonnablement aborder, avancer et régler les questions qui sont relatives au chapitre 2, à savoir ce qu'il faut faire pour gérer dans le bon sens la transition et les problématiques de transition environnementale. Et bien là, ce soir, c'est super, il n'y a pas de chapitre 1. Parce qu'en fait, on est dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, ce domaine à ce point original que nous, on le suit, on y participe, on y contribue à travers nos échanges, nos interactions depuis plusieurs années, depuis presque que le fait que ce modèle existe. Et donc, justement, c'est le sujet de la conférence de ce soir. Comment est-ce que les questions relatives à la transition environnementale sont abordées dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui n'a justement pas à se préoccuper de maximiser le profit pour l'actionnaire. Voilà ce que j'avais à dire en introduction de ce colloque qui, comme tous les colloques que nous organisons, va être, je le sais, de très haut niveau. Merci. Merci, Monsieur Omeril. Je me présente, je suis Charlotte Debray, déléguée générale de la Fonda, et j'ai le plaisir d'animer ce soir cette table ronde. Je voudrais remercier la SFE et la CGC d'ailleurs et la Massif pour organiser cette rencontre débat, colloque, on dit, rencontre débat, sur le thème de la transition environnementale, l'ESS plus engagé que jamais. Bon, vous l'avez dit, Monsieur Omeril, concilier transition écologique et justice sociale est un vrai défi. Ne pas en prendre compte, l'ignorer, ce serait prendre le risque de revivre un énième mouvement des gilets jaunes. Et c'est pas si facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a plein d'acteurs de l'ESS qui contribuent depuis de longue date aux enjeux écologiques. Je pense aux pionniers de l'économie circulaire que sont les compagnons d'Emmaüs, qui travaillent sur la valorisation de choses qui seraient mises au rebut. Je pense au maraîchage biologique, qui peut être support d'insertion par l'activité économique, les jardins de cocagne par exemple. Je pense aux ressourceries qui elles aussi valorisent des déchets et agissent à la racine sur la réduction des déchets. Je pense à tous les acteurs qui agissent sur la biodiversité pour préserver nos espaces naturels, les sols, la nature et la flore, la faune et la flore. Et je pense aussi, même dans des domaines industriels, à des acteurs de l'ESS pionniers, du renouvelable et du renouvelable citoyen, les fermes d'avenir, Enercop, énergie partagée, etc. Mais il faut aussi dire que d'autres acteurs de l'ESS, dans des domaines moins directement liés à l'environnement, y compris dans la culture, le sport ou le social, ont pris conscience beaucoup plus récemment des questions environnementales. Il faut reconnaître que pendant longtemps, la convergence entre développement durable et ESS est resté un impensé, en particulier dans des secteurs du sanitaire, social et médico-social. On verra ça tout à l'heure, où voilà, c'était pas forcément la priorité. L'enjeu de notre rencontre ce soir est de comprendre un peu comment les acteurs prennent actuellement, de faire un peu le point sur la prise en compte des enjeux écologiques par les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Comment on peut les accompagner mieux dans leur transition écologique et sans les étouffer ni sous la norme ni sous la dette. Et ça, on a là un panel magnifique de gens qui sont engagés à ce sujet. Et quelles conditions, enfin, on peut réunir pour ensemble agir à la fois sur les causes et les conséquences du changement climatique sur le vivant et sur les humains et anticiper les crises qui restent devant nous.
Pour en parler, nous avons un magnifique panel que je vais présenter. Camille Buard, vous êtes responsable des programmes Impact, FinTech et Talent ESG de l'Institut de la Finance Durable. Sébastien Darigrand, qui est ici, vous êtes directeur général de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, son petit nom UDES. Frédéric Doé, ici. Vous êtes ici directeur de la RSE du réseau et transport d'électricité, petit nom RTE. Hélène Drouet, vous êtes responsable investissement socialement responsable du GIE Massif Investissement, c'est correct. Et enfin, Jérôme Van Ling, vous êtes responsable environnement et partenariat au pôle RSE de la direction de l'engagement du groupe Massif. C'est correct ? Merci. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je vous laisse parler, je sais que nous allons utiliser énormément d'acronymes. Donc, en guise d'échauffement, on va faire un petit sondage à main levée pour voir un petit peu si vous connaissez. Est-ce que vous voyez qui connaît précisément ce que veut dire l'acronyme ESS ? On commence facile. Économie sociale et solidaire, ça réunit les fondations, les fonds de dotation, les coopératives, les mutuelles, sans oublier les associations loi 1901 et les ESUS. Ça fait un paquet de gens déjà, c'est presque de 10 millions de salariés et 10 points de PIB. Elles sont présentes sur l'ensemble des secteurs d'activité, quasiment, même dans l'industrie, on trouve de l'économie sociale et solidaire. Qui est familier, qui voit précisément ce qu'est l'agenda 2030 des objectifs de développement durable? Les ODD? Les ODD? Oui. Ah oui, vous avez le droit de voter aussi. Les ODD, donc cet agenda 2030 a été adopté par l'ensemble des pays membres des Nations Unies en septembre 2015. Il fait suite aux objectifs du millénaire des objectifs pour le millénaire. Et enfin, c'est la fusion des agendas écologiques et des agendas sociaux Nord-Sud. Voilà le traditionnel petit picto. 17 objectifs de développement durable qui mobilisent à la fois des sujets, bien sûr, de planète, mais qui, pour une fois, ne s'occupent pas seulement de la planète, mais aussi des personnes, aussi de l'économie, aussi de la démocratie, même s'ils s'en défendent. Et évidemment, 17e ODD, les partenariats, clé de voûte, qui voit exactement ce qu'est la RSE. Ah, ben là, on a des gens familiers de la responsabilité sociale des entreprises. Si je vous dis philanthropie, mécénat, vous voyez aussi, forcément. Si je vous dis ISR, je vais me tourner vers vous, vers Hélène, qui nous parlera plus précisément de l'ISR et des ESG, des 3 piliers de l'ISR, économie sociale et gouvernance. Et finance durable, ça vous parle? Ok. Super. Bon, donc vous serez donc tout à fait à votre place pour participer au débat qui va suivre nos interventions. On se réserve une bonne demi-heure pour les échanges, puisqu'on part du principe que l'intelligence est aussi dans la salle. Donc on a réservé une bonne demi-heure pour les échanges, pour vos témoignages, pour vos questions, pour vos réactions, vos coups de gueule, tout ce que vous voulez. En tout cas, on espère que cette rencontre vous sera utile dans vos métiers et dans vos activités associatives et syndicales. Nous partons maintenant pour 75 minutes de discussion modérée. Ça va passer très vite, je vous rassure. Une première partie où nous vous proposons d'explorer comment, dans la diversité des formes et des secteurs d'intervention qu'ils couvrent, les acteurs de l'économie sociale et solidaire prennent en compte leur impact environnemental. Et je me tourne tout de suite vers l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, Sébastien Darigrand. L'UDES s'est doté d'un plan d'action que vous avez intitulé Transition 2025 pour accompagner la transition écologique de ses adhérents, qui sont principalement des associations employeuses du secteur sanitaire, social et médico-social, tu préciseras. Pourquoi les mobiliser sur ces questions, les pauvres, alors qu'ils ont déjà tant de besoins sociaux à couvrir?
Bonjour, merci Charlotte, bonjour à toutes et à tous. Merci, cher François, pour ton invitation. 2 mots de l'UDES, de là où je parle. Donc, l'UDES, c'est donc l'Union des employeurs de l'ESS. On regroupe aujourd'hui 30 000 entreprises employeuses dans les domaines larges, donc associatifs, coopératifs avec les SCOP et les SIC, mutuelles avec les mutuelles d'assurance et les mutuelles de santé. Et pour le secteur associatif, ça va des entreprises d'insertion, associations d'insertion, en passant par les missions locales, tout le secteur de l'éducation populaire, le sanitaire et social, l'aide des soins à domicile, et puis le sport et l'animation et le tourisme social et familial. Je pense que j'ai rien oublié. Donc un secteur large et tout à fait important, un secteur qui, dans le contexte actuel, parce que c'est important de se dire 2 mots là-dessus quand même, on va pas se mentir, la transition écologique n'est pas forcément la priorité des priorités en cette rentrée des employeurs de l'économie sociale et solidaire. On a, vous le savez, les mêmes problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre syndicat, vu d'un point de vue des salariés, sur les questions d'inflation, les questions d'énergétique, les questions de financement des politiques sociales, avec un cri d'alerte sur ces sujets. Donc, je ferme la parenthèse, c'est pas le sujet ce soir, mais c'est vrai que on part de loin quand même quand on parle de transition écologique. Pour autant, et ça c'est important de se le dire, on a, et c'est parti de là finalement, on a souhaité, nous, se saisir de cette question-là en lien avec l'ensemble de nos membres sur la question de la responsabilité sociale de l'employeur. Et on a regardé finalement depuis 2 ans comment se jouait cette question de la responsabilité sociale dans ses différentes composantes, en se disant, mais au fond, qu'est-ce qu'un employeur de l'économie sociale et solidaire peut dire de différent aujourd'hui pour articuler les valeurs du secteur avec les pratiques d'emploi. Donc on a identifié 5 axes, dont celui de la transition écologique, dans une vision de ce que vous appelez, et de ce que nous appelons aussi quelque part, la transition écologique juste ou sociale, qui est finalement de se dire qu'en tant qu'acteur de l'économie sociale et solidaire, on a besoin d'adresser ces questions de transition écologique avec une dimension pour la mailler ou l'adresser autour des questions d'utilité sociale, et aussi en mettant le dialogue social au cœur, qui est pour nous un point extrêmement important dans notre approche des sujets sociaux. Donc pour ça, on s'est appuyé sur plusieurs éléments que vous connaissez, mais que je rappelle quand même, parce qu'il a fallu quand même mobiliser nos adhérents là-dessus. La stratégie nationale bas carbone, donc aujourd'hui, on voit bien ce que c'est. On voit bien les effets qui poussent à la neutralité bas carbone d'ici 2050. Et donc on voit les efforts qu'on doit faire. On a fait une étude auprès de nos adhérents, de nos adhérents d'une part, et puis aussi des Français, à travers un sondage via Voice il y a maintenant 6 mois à peu près, qui dit que 80% des Français pensent que la question de la transition écologique doit être vue évidemment par les citoyens, par les pouvoirs publics, mais aussi par les entreprises. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire c'est en train de pousser fortement, on le voit nous émerger très fortement, que les entreprises ont un rôle à jouer, ça nous on le savait, mais que de plus en plus, vu par les Français, c'est quelque chose qui devient extrêmement structurant. C'est-à-dire qu'on voit bien l'intérêt aujourd'hui qu'il y a d'adresser ces sujets-là. Moi, je parle beaucoup de performance environnementale parce que je pense que c'est aussi un facteur d'attractivité pour attirer de nouveaux talents, pour fidéliser nos collaborateurs, mais aussi pour adresser des sujets un peu différents sur les questions des fragilités. On voit que la question de la transition écologique peut être vue aussi d'un point de vue social, parce que ça peut, si on n'y fait pas attention, ça peut mettre de côté des personnes qui ne peuvent pas forcément isoler leur logement, qui ne peuvent pas se déplacer en voiture électrique, qui ne peuvent pas recycler comme on voudrait le faire ou acheter chez Biocop. Pourtant, nous, on y est chez Biocop et on y va, mais tout le monde n'y va pas. Donc voilà, ce sujet est tout à fait structurant et il faut l'adresser de cette manière-là. Donc une fois qu'on s'est dit ça, dire que l'ESS, tu l'as dit, Charlotte, est déjà impliqué dans ce certain nombre d'éco-filières. C'est important de se le redire quand même, sur l'alimentation durable, sur les questions de réemploi, sur l'économie circulaire, sur les recycleries, sur l'énergie aussi. Donc il y a des choses qui sont faites là-dessus. Nous, ce qui nous est apparu sur ces sujets, c'est que finalement, et c'est pour nous une chance en fait, et c'est comme ça qu'on a pu vraiment mobiliser nos employeurs sur ces questions. On a essayé d'identifier ce que pourrait être une fresque climat pour les employeurs du secteur.
Et on s'est appuyé évidemment sur, mais c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que quand il y a un dispositif législatif ou réglementaire qui apparaît, on s'aperçoit que ça peut être un levier. Là, en l'occurrence, ça en est l'un, puisque la loi 2021 climat-résilience, que tout le monde connaît ici, a été pour nous un levier, parce que je vous rappelle qu'elle adresse 3 choses intéressantes pour les employeurs, mais aussi pour les salariés. Un, la question du rôle des CSE, sur l'information des CSE sur la transition écologique, la GPEC, et donc la façon qu'on est en train de projeter les métiers de demain par l'intermédiaire des entreprises et du dialogue, et puis la question des OPCO et la formation dans le cadre des opérateurs de compétences pour pouvoir accompagner ça. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, ça a été un levier extrêmement structurant pour adresser le sujet véritablement dans une notion de levier social et comment faire pour que progressivement, je dis progressivement parce qu'on part quand même malgré tout d'assez loin. Je pense qu'on est moins loin que le MEDEF. Enfin, on est plus loin que le MEDEF sur ces sujets parce que je pense qu'ils sont assez loin de ces questions-là. Ou en tout cas, ils le voient plutôt dans une forme d'approche assez basée sur le greenwashing et je pense qu'on n'est pas du tout là-dessus. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, effectivement, pour autant, on n'est pas complètement aujourd'hui en capacité de porter des choses par rapport aux priorités que j'évoquais. Et donc, on a un gros travail de sensibilisation. Et donc, ce gros travail de sensibilisation, il se porte sur... on y reviendra. On y reviendra après, mais simplement, je vais terminer là-dessus. On peut vraiment faire et ça, c'est une chance, et c'est ce qu'on essaie de dire à nos employeurs aujourd'hui, on peut faire avec un volet vert sur le plan stratégique de l'entreprise, quelque chose d'extrêmement intéressant, qui repense à la fois les modèles socio-économiques. Je pense qu'on a tout un travail devant nous sur l'évolution des modèles socio-économiques. Et je pense que ça peut être un levier intéressant pour intégrer sur la chaîne de valeur ces éléments liés à la transition écologique. Et puis aussi en faire un élément de dialogue. Je pense qu'on peut utiliser largement les leviers du dialogue social et professionnel dans ce cadre-là. Parce que conduire le changement dans l'entreprise, c'est évidemment passer par le dialogue social. Et donc c'est aussi pour nous un levier extrêmement structurant. Merci Sébastien. Donc un monde de l'ESS inégalement investi sur ces sujets, mais pour qui ça peut être l'opportunité de renforcer le dialogue social et l'attractivité des métiers, si je résume bien. Et toi, Frédéric, de ton côté, qu'est-ce que tu observes? Alors, Frédéric, toi, tu es là au titre de la RSE, directeur de la RSE de RTE, mais tu as eu pendant longtemps la casquette de délégué général de la Fondation RTE, donc en contact un peu privilégié avec le monde associatif, en particulier les associations et les porteurs de projets qui œuvrent dans le champ du développement rural. De ton poste d'observation, comment tu décrirais, pardon, je le connais bien, donc je le tutoie, mais je pourrais, pour la forme, vous voyez, comment tu décrirais la façon dont s'emparent les associations de ces questions écologiques? Alors, bonsoir à tous, merci de votre invitation. Je vais d'abord préciser ce que tu viens de dire. Donc, j'ai été délégué général de la Fondation RTE, qui est dédiée, comme tu l'as rappelé, au développement des territoires ruraux, mais plus particulièrement par le soutien au développement de projets de l'économie sociale et solidaire. Donc il faut bien un modèle socio-économique avec une perspective, sinon de rémunérer le capital à grands frais, au moins d'équilibre économique à moyen terme pour assurer la pérennisation des activités et des opérations conduites. Alors, si vous le souhaitez, tout à l'heure, je pourrais répondre à des questions en tant que directeur de la RSE de RTE, mais c'est un autre sujet, si vous me permettez, et je vais vous dire pourquoi. D'abord, parce que la Fondation ne travaille pas du tout sur le champ de l'entreprise. C'est un choix de l'entreprise de n'avoir créé une fondation sur un sujet complètement différent de celui de l'objet social de l'entreprise. Il nous est même strictement interdit d'intervenir en matière d'énergie, ce qui est un peu dommage parce que dans le domaine rural, il y a aussi de belles choses à faire, mais c'est le choix qui a été fait. Comme ça, on est vraiment dans une fondation qui est sur des actions désintéressées par rapport au business. C'est une relation entreprise fondation d'entreprise qui n'est pas aussi courante aujourd'hui. Ça a longtemps été comme ça, mais maintenant il y a de plus en plus de fondations d'entreprise qui au contraire s'alignent avec la politique RSE autour des activités de l'entreprise ou du cœur de métier de l'entreprise. Pour le moment, ce n'est pas le choix à RTE, mais voilà, je voulais donner cette indication préalable. Alors ensuite, oui, la prise de conscience progresse.
on part de loin. Hein. Beaucoup d'associations, c'était d'abord des coups de cœur, des engagements militants, des engagements pour le territoire. Et puis là, progressivement, en même temps d'ailleurs, je dirais qu'il y a une forme de professionnalisation sans cesse accrue du monde associatif, y compris pour des petites associations rurales, qui comprennent bien que si elles veulent être efficaces, perdurer en dépit des aléas dans lesquels elles opèrent, il va falloir trouver le juste partage, ce qui n'est pas toujours facile, entre le bénévolat des bénévoles, le salariat des salariés, et il va falloir professionnaliser et en tout cas bien articuler ces deux types d'interventions. Donc oui, elles se professionnalisent. Oui, elles mesurent de plus en plus leur impact. Alors ça fait un peu gros mot aujourd'hui, je ne voudrais pas faire dans le greenwashing, le social washing, etc. Mais c'est vrai que c'est important, en particulier à l'égard des gens qui veulent bien vous financer, que vous soyez en mesure de dire quel impact vous attendez et ensuite de le mesurer et de voir si vous avez été plus ou moins loin de l'objectif recherché. Nous, notre observation là-dessus, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard, c'est que, évidemment, pour des associations rurales de petite taille qui ne sont pas très staffées, il faut rester raisonnable dans les attentes en matière d'indicateurs, de durée sur lequel on va pouvoir regarder les impacts. Cependant, ça les intéresse beaucoup, parce qu'une fois qu'ils ont mis ça en place, ça leur permet de rendre compte en interne à leurs bénévoles, en externe avec leurs financeurs, éventuellement leurs banquiers, leurs investisseurs, etc., de ce qu'ils font et comment ils le font. Et ça paye assez rapidement. Excusez-moi du terme, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un investissement initial, pas évident, mais finalement qui vaut la peine d'être fait. Colle ton micro. Oui, je colle. Alors, nous, notre fondation RTE, contrairement à l'entreprise fondatrice qui, elle, est vraiment une entreprise d'infrastructure et d'investissement par millions, là, on est sur des petites graines auprès d'associations rurales dont parfois on finance la première opération d'investissement. Hein. Donc, du coup, effectivement, il y a une prise de risque élevée, mais il y a aussi des surprises tout à fait passionnantes avec des succès, hein, puisqu'on a des associations qui, 3, 4, 5 ans après, sont devenues, pour certaines d'entre elles, des entreprises de plein exercice, des coopératives, des SIC assez souvent, hein, par leur relation qu'il est utile pour leurs opérations de faire avec les acteurs du territoire. Donc voilà, toutes ne sont pas comme ça. C'est la glorieuse incertitude de l'investisseur social au début. On accepte évidemment, pour étant une fondation, un taux d'échec. Échec voulant dire non pas que l'opération n'est pas faite, mais disons que le passage à l'échelle n'aura pas lieu, que l'association restera, je dirais, très dépendante, par exemple, de son fondateur, ce qui est toujours un risque. Hein. Excusez-moi de rappeler ces sujets humains, hein, mais c'est vrai que si vous avez une association qui tient sur 2 ou 3 personnes et que ces personnes doivent, pour des raisons X, Y, Z, ne plus être investies dans l'association, ça peut être la fin de l'histoire assez rapidement. D'où l'importance de professionnaliser, d'avoir des salariés de bon niveau, d'avoir des relais au sein de l'association. Alors, pour l'environnement, puisqu'on parle beaucoup d'environnement, là... Tu as une minute. Tu as une minute. Une minute. Ce que je voulais dire, c'est que nous, ce qu'on soutient, c'était des petites graines, donc l'agriculture biologique, on en a parlé, la sobriété dans tous les domaines, y compris l'usage de ressources naturelles. Par exemple, nous, on ne soutient que des réhabilitations de bâtiments existants pour les activités qu'on va financer. Très peu de constructions neuves, sauf quand vraiment on nous montre qu'en faisant ça, on va gagner et sur les ressources naturelles, et sur l'exploitation du bâtiment, et sur la qualité de vie des salariés, etc. Mais sinon, le réflexe de « j'ai une activité, je veux mon local, et ça sera du neuf dans une zone industrielle », c'est terminé. Hein. On fait évidemment de l'économie circulaire, mais tu as donné déjà beaucoup d'exemples tout à l'heure. On soutient évidemment beaucoup d'activités qui visent à mutualiser des investissements et des équipements pour permettre, par exemple, à des associations et des coopératives de fonctionner plus efficacement, mais aussi pour des particuliers, par exemple, tout ce qui concerne la mobilité. Hein, la mobilité inclusive en milieu rural, vous imaginez que c'est un sujet transverse, puisqu'on a besoin pour... atteindre n'importe quel emploi, formation, service public, service privé, d'une possibilité de mobilité sur des dizaines de kilomètres. Donc c'est vraiment essentiel. On est aussi assez présent sur tout ce qui peut être
porter le soutien à la création d'entreprises et à de l'esprit d'entreprise dans le monde rural. Ce n'est pas les entrepreneurs, encore moins les auto-entrepreneurs, mais même les entrepreneurs qui manquent, c'est les entreprises d'une certaine taille. Donc on les essaye de les soutenir dans leur démarche justement de professionnalisation en tant qu'association employeuse. Alors, c'est plus difficile d'intervenir avec un modèle socio-économique dans certains domaines, par exemple l'éducation. Parce qu'en France, c'est quand même une fonction quasi régalienne. Je crois que le président de la République l'a présenté comme ça. Et donc, voilà, il n'y a pas de place pour un modèle socio-économique aisément. Pareil pour la biodiversité. Là, on parle d'environnement. C'est vraiment un sujet difficile. On est vraiment dans la subvention sans retour sur investissement pour l'essentiel pour le moment. Donc, on y était assez peu. Ce que je voulais dire, c'est que les ODD commencent à être bien connus dans ce monde maintenant, quand on en parle. Évidemment, nous, on parle beaucoup de l'objectif du développement durable 17, sur l'apprentissage du faire ensemble entre acteurs pour réussir à atteindre des objectifs communs, et notamment les 16 premiers objectifs du développement durable. Mais on commence aussi à avoir maintenant une appétence pour des sujets un peu plus, je dirais, techniques, peut-être arides, comme l'efficacité énergétique ou les économies d'énergie. Voilà, vu d'une petite fondation. Bon, petite fondation. Merci Frédéric. Je me tourne vers vous trois autres, si vous avez des petits compléments ou des contrepoints à apporter. Ça va dire. Bonjour, sur cette appropriation des enjeux écologiques par les acteurs de l'ESS. Oui, tout à fait. En fin de compte, bonjour à tous et à tous. Alors c'est vrai qu'à la Massif, pour le coup, alors je vous parlerai après de ce qu'on fait nous effectivement pour cette transition écologique soit accessible à tous sur les besoins essentiels dont tu parlais, se déplacer, se loger, se soigner, épargner lorsqu'on peut. Donc ça, c'est vraiment un véritable enjeu. Et on a des leviers d'action avec Hélène sur l'investissement, sur les partenariats métiers qu'on a mis en place, etc. Mais on en parlera peut-être un peu plus après. Mais sur le soutien à l'économie sociale et solidaire, en tout cas, nous aussi, on a une petite fondation, mais qui a fait l'autre parti pris. Mais c'est très bien, c'est complémentaire. Nous, elle s'est recentrée quand même sur les métiers de l'assurance qu'on a. C'est la mobilité, c'est l'habitation, le soin et l'épargne. Et c'est vrai que cette fondation d'entreprise, pour le coup, elle fête ses 30 ans, là d'ailleurs, cette année. On a mobilisé 3 millions d'euros, tout simplement, de façon très transparente, pour soutenir 150 projets, enfin, des projets économiques. Chaque année, on soutient, et pas seulement financièrement, mais on les accompagne en expertise, avec des partenaires comme l'Advise et d'autres. Mais l'idée, c'est de soutenir ceux qui font de l'innovation sociale. Innovation sociale, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être forcément ultra innovants, inventer le fil à couper de beurre ou autre chose, mais ils vont apporter un besoin, ils vont répondre à un besoin qui n'existe pas en tout cas dans un territoire précis, à un endroit précis, pour se loger, pour se déplacer de façon inclusive, accessible à tous mais aussi durable, émettre moins de gaz à effet de serre pour réduire l'empreinte carbone de tout le monde, et aussi sur l'accès aux soins. Enfin, il y a 2 chiffres. On voit qu'il y a 13 millions de Français qui sont en précarité de mobilité. Ça, c'est l'étude du LMI qui est sortie, dont on fait partie, je vous en parlerai un peu plus tard. Et sur l'habitation, c'est 8 millions de personnes qui sont en précarité énergétique. Alors, précarité énergétique, c'est lorsqu'on mobilise plus de 10% du revenu du foyer pour le chauffage, l'électricité, l'eau chaude. Et ça, d'autant plus présent, et les chiffres ne vont pas baisser avec la crise énergétique qu'on a, avec l'Ukraine et tout ce qui arrive par la suite, le problème des énergies renouvelables, qui ne sont pas suffisantes pour suppléer aux fossiles. Voilà, donc il y a vraiment des enjeux et on soutient ces structures-là sur des enjeux à impact, désolé j'utilise le mot, mais ou qui innovent socialement sur l'habitat, le social. Et on a une autre initiative qui s'appelle Diffuse, où là on va soutenir des associations. Alors Diffuse, c'est ouvert à tout le monde à partir de 15 ans. Si vous avez un peu de temps et vous voulez consacrer un peu de temps pour faire du bénévolat pour une association, mais l'espace d'une après-midi, 1 heure, une journée, cette plateforme en ligne qu'on a créée avec la Massif, qui s'appelle Diffuse, met en relation les associations qui ont besoin de bénévoles ponctuellement et des gens qui peuvent donner un peu de temps près de chez eux pour leur association de leur choix, sur des sujets environnementaux ou même sociaux. Donc là, c'est 2500 associations quand même qui cherchent des bénévoles et qui mettent des défis en ligne. Et on a 65 000 personnes, diffuseurs, qui relèvent des défis à partir de 15 ans. Donc voilà le genre d'initiative. Et on a le MIES, Massif Impact ESS, dont vous parlera Hélène aussi. Ok, merci. Est-ce que vous voulez compléter ou oui. Je ne sais pas si c'est allumé. Oui, c'est bon. Donc pour la partie investissement concernant la Massif, je vais peut-être revenir très très rapidement sur ce qu'est l'ISR, même si j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui connaissaient déjà. Donc investissement socialement responsable, ça consiste à intégrer
à notre stratégie d'investissement et à toutes les prises de décision que l'on fait en matière d'investissement les enjeux du développement durable, c'est-à-dire prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance et la manière dont ces aspects sont intégrés par les entreprises sur lesquelles on va investir. La direction des investissements de la Massif, donc c'est 39 milliards d'encours à investir, donc une certaine masse d'argent qui représente un levier d'action donc important et donc un impact qui de même est important en matière environnementale et donc écologique. Pourquoi est-ce que la prise de conscience de l'importance de cet enjeu progresse au sein de nos métiers ? Tout d'abord, nous faisons face à un enjeu réglementaire, donc il s'agit vraiment d'un levier externe qui nous pousse à prendre en compte ces enjeux. Pourquoi ? Parce que nous sommes soumis à des réglementations qui sont particulièrement exigeantes, réglementations qui nous viennent de l'Europe. Vous connaissez certainement le Green Deal européen de 2019 par lequel l'Union européenne a mis en place les jalons réglementaires qui permettront à l'Europe de devenir un continent neutre en carbone, entre guillemets, à 2050, mais au moins de répondre à ces engagements pris dans le cadre des accords de Paris. Donc ce Green Deal européen associé à une législation française qui donc le reprend à son compte, mais est peut-être un peu plus en anticipation et un peu plus exigeante, exige de notre part un reporting qui est particulièrement structuré, exhaustif et précis sur la manière dont on intègre l'ensemble de ces enjeux, à savoir la manière dont on va prendre en compte les impacts ESG des émetteurs dans lesquels on investit, donc l'ensemble de leurs impacts sur les enjeux sociaux, sur les enjeux environnementaux et sur les sujets de gouvernance, mais aussi la manière dont on intègre les risques que représentent ces sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance pour nos actifs. Là, il s'agit non plus de protéger ces biens communs que sont l'environnemental et le social, mais de protéger l'épargne, notamment des sociétaires qui ont investi sur les supports d'épargne, des mouvements, des fluctuations liées à ces risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous devons reporter sur l'ensemble de ces enjeux, nous devons reporter sur nos ambitions en matière climatique et la manière dont nous-mêmes, par le biais de nos investissements, allons nous efforcer de réduire les impacts indirects que nous créons en matière de changement climatique. Donc réduire les émissions que nous finançons, les émissions des entreprises que nous finançons. Nous devons nous fixer ce que l'on appelle une trajectoire climat, c'est-à-dire des objectifs, mais aussi reporter sur les méthodologies utilisées pour fixer ces trajectoires, les indicateurs que nous allons utiliser pour reporter sur l'atteinte ou non de ces objectifs. Et enfin, nous devons aussi reporter sur la manière dont ces enjeux sont pris en compte au sein de la gouvernance de notre entité, donc au sein de la gouvernance de Massif. Est-ce que notre comité de direction prend en charge ces sujets ? Qui est en charge ? Ce comité de direction est-il formé sur ces enjeux ? A-t-il des objectifs sur ces enjeux ? Est-ce que la rémunération de nos dirigeants intègre des critères en matière notamment de climat ? Est-ce qu'au niveau du conseil d'administration, on reporte à un comité qui supervise ces enjeux ? Est-ce que nos administrateurs sont formés sur ces enjeux ? Cette réglementation nous oblige donc à nous structurer en matière de stratégie, mais aussi en matière de méthodologie, et enfin à faire infuser tous ces enjeux à toutes les strates de la gouvernance et surtout au sein des strates supérieures. De notre côté, nous avons aussi des besoins d'échanger avec nos pairs, parce que toutes ces méthodologies sont nouvelles, elles sont plus ou moins matures. La donnée à laquelle nous avons accès, on parle de 39 milliards d'encours investis, donc des investissements sur des centaines d'émetteurs, des entreprises, des fonds. On a tout type d'actifs, des actifs immobiliers. Donc on doit pour cela évidemment mettre en place des méthodologies. On a besoin de discuter avec nos pairs. Pour cette raison, Massif a fait le choix, poussé par ses opérationnels, de faire partie d'une coalition d'investisseurs qui, au niveau mondial, s'engage à réduire les émissions financées par ces portefeuilles d'investissement. Là, il s'agit d'une coalition qui s'appelle la Net Zero Asset Owner Alliance, donc une coalition d'investisseurs institutionnels sous l'égide des Nations Unies.
Mais cette coalition, elle n'est pas portée par les opérationnels. La signature s'est faite au niveau des dirigeants du groupe AMA pour les entités. Ça signifie, encore une fois, que ce besoin en fait, que nous avons au niveau opérationnel, ça a un impact aussi sur la manière dont cet enjeu va maintenant être pris en compte au niveau le plus haut de la gouvernance de l'entreprise, ce qui implique aussi de mettre tout ceci en musique par l'intermédiaire de directions telles que la direction des risques, la direction juridique. Donc aujourd'hui, toute l'entreprise s'intéresse à ces enjeux parce qu'ils sont prégnants. J'ai plus de temps là, je pense que c'est terminé. Voilà. Donc j'avais d'autres choses à dire, mais voilà. Il se modère tout seul maintenant, c'est formidable, je n'ai plus rien à faire. Surtout que vous avez peut-être sauté une étape, mais du coup, on reviendra à vous, Jérôme, mais comme on était sur la finance responsable, je vais tout de suite me tourner vers Camille Buard, puisque vous avez un autre poste d'observation, mais un peu plus macro encore. L'Institut de la finance durable, c'est une branche de Paris Europlace qui promeut évidemment la finance au service de l'économie, mais dans le respect des accords de Paris, bien entendu. Et évidemment, vous aussi, vous voyez que le poids de la finance n'est pas négligeable pour accompagner cette transition écologique. On refera le lien avec l'économie sociale et solidaire ensuite avec Jérôme. Alors bonjour à tous, je vais déjà réexpliquer. Donc oui, l'Institut de la finance durable, on est une branche de Paris Europlace qui est là pour fédérer, coordonner, accélérer l'action de la place financière de Paris pour la réalisation de la transition écologique et la transition vers un modèle d'économie plus inclusif, plus durable et pour aussi être aligné avec les accords de Paris, les objectifs de développement durable, etc. Donc nous, en fait, on rassemble un peu tous les acteurs de la place financière de Paris, donc que ce soit des acteurs privés, publics, et on anime des dialogues pour essayer de faire émerger des bonnes pratiques et des outils opérationnels au service de la finance durable. Et donc peut-être avant de définir juste la finance durable, je dirais juste un mot sur justement les acteurs financiers et leur rapport à l'ESS. Donc moi je vais un peu prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que généralement les acteurs financiers sont beaucoup plus sensibilisés aux questions environnementales qu'aux questions sociales. Et en fait c'est rigolo parce que quand on parle de finance durable, on pense souvent qu'on parle de finance verte. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. La finance durable, c'est beaucoup plus large que juste les objectifs environnementaux. On parle aussi des critères sociaux et de gouvernance. Et donc, sur plutôt le côté ESS, on a un label qui s'appelle le label Finansol, qui permet de distinguer les produits d'épargne solidaire. Et donc, les encours des produits d'épargne solidaire représentent 0,5% des encours gérés en France. Donc, le constat n'est pas très bon. Autant les acteurs financiers sont très bons sur le côté environnemental, enfin, de manière générale, c'est ce qu'ils adressent le plus. Mais le côté social, cohésion sociale, etc., ils ont plus de mal et c'est souvent compliqué de comprendre les interdépendances entre les facteurs environnementaux, les facteurs sociaux et les facteurs de gouvernance. Donc voilà, le constat n'est pas très joli pour les acteurs financiers. Maintenant, nous, on est là un peu pour essayer de faire décoller cette finance pour un peu encourager l'ESS, justement. Donc là-dessus, en fait, nous, on a développé une définition de la finance à impact et des outils opérationnels pour les acteurs financiers. Donc peut-être juste avant, la finance, de manière générale, elle est là pour apporter les capitaux nécessaires au bon fonctionnement de l'économie. Et la finance durable, c'est une manière de réorganiser le système financier vers les objectifs de développement durable. Et donc ensuite, on arrive à la finance à impact, qui est une manière de mainstreamer, on va dire, l'ESS et la prise en considération des objectifs E, S et G. Et donc, c'est une stratégie d'investissement ou de financement qui vise à accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle en apportant une preuve de ses effets bénéfiques. Donc, elle s'appuie sur les piliers de l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesure, donc c'est-à-dire regarder vraiment la volonté de l'acteur financier de transformer l'économie réelle. Ensuite, l'additionnalité, c'est pouvoir établir un lien de cause à effet pour se dire, OK, l'acteur financier, quel est vraiment son apport et sa valeur ajoutée dans le financement qu'il a pu faire. Et donc c'est là aussi qu'on va pouvoir faire vraiment des changements dans l'économie réelle et notamment sur financer des acteurs de l'ESS. Et puis la mesure de l'impact, donc là c'est vraiment établir des indicateurs d'impact, etc. Donc voilà, le constat est
un peu négatif de base, mais il y a des outils qui permettent d'aller plus loin et de soutenir l'ESS et de regarder vraiment les objectifs de développement durable dans leur ensemble et pas juste sur le côté environnemental, mais aussi sur le côté social. Donc la réponse est un peu à l'envers de mon côté, puisque du coup, comme je le disais, les acteurs financiers sont plus sur le côté environnemental de base. Pourquoi ? Parce que ça rapporte pas le social ? Alors oui, enfin oui et non, je ne sais pas. Mais en effet, par exemple, souvent on dit que le label Finansol, qui est un très beau label, hein, mais est un peu niche dans le sens où, de manière générale, la rentabilité est quand même un peu moindre. L'idée de la finance à impact, c'est de dire qu'on peut concilier la recherche d'une performance environnementale et sociale, mais aussi d'une performance financière. Et c'est ce qui différencie la finance à impact de la philanthropie, par exemple. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces clarifications, c'est très intéressant. Je me retourne vers vous, Jérôme, pour parler de l'action que vous menez en transversale aux différents métiers de la Massif aussi, pour qu'on prenne en compte l'environnement dans toutes vos activités, qu'elles soient donc investissement, on en a parlé, mais Oui. toutes les autres. Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, je parle avec ma casquette environnement, un peu moins sur le social, mais c'est incontournable et on le traite aussi, heureusement, à la Massif, auprès des 6,7 millions de sociétaires qu'on a, c'est 10 millions de personnes. Il y a des enjeux aussi de précarité sociale. Mais en tout cas, sur l'environnement, il y a vraiment ce problème c'est le titre un peu de la conférence, transition environnementale et transition juste. Ça devrait être indissociable, ça devrait être un droit et ce n'est pas le cas. Actuellement, une grande partie des Français, 8 millions sur l'habitation, 13 millions sur la mobilité, n'ont pas l'accès non plus à à ces nouvelles modes d'usage de vie moins carbonés. Et pourtant, il y a urgence à ce que tout le monde se mobilise face aux événements climatiques et à l'urgence climatique. Alors là-dessus, il y a juste peut-être 2 chiffres, je ne vais pas vous inonder sous les chiffres, mais l'ONU a chiffré, les 20 dernières années, on a eu 2 fois plus d'événements climatiques extrêmes que les 20 années précédentes. 2 fois plus, c'est 11 000 événements climatiques qui ont été chiffrés, d'un point de vue purement financier pour le coup, à 3 000 milliards de dollars de dégâts sur 20 ans liés à ces événements climatiques extrêmes. Mais il ne faut surtout pas oublier les centaines de millions de réfugiés climatiques qui ont été impactés. Et là, il y a un problème de justice aussi, même entre pays, la justice climatique, c'est que c'est souvent les pays les plus pauvres qui émettent le moins de gaz à effet de serre qui sont plus impactés par les conséquences du réchauffement climatique. Il ne faut pas l'oublier. Quand on voit que la Chine et les USA, pour ne pas les citer, c'est 45% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc il y a vraiment un problème de justice au niveau des pays. Et après, il va y avoir un problème de justice, d'accès à la protection face à ces événements aussi en France. Parce que là, on voit qu'en 2022, les événements climatiques, on a battu tous les records. 2023, il faisait assez doux, pas trop de canicule cet été, tout le monde se dit c'est bon, on a un peu oublié le sujet, mais 2022, les chiffres, on les a. Et France Assureur a chiffré à 10 milliards d'euros le coût de tous ces dommages, et qui ont impacté du sud au nord de la France. C'est-à-dire que les incendies, ce n'était pas que dans le Pays Basque, ça a aussi été près de Lille. Enfin, toutes les régions de France ont été impactées par inondations, incendies et sécheresse, qui a mis à mal beaucoup d'habitations. Et là-dessus, un Français sur 2 actuellement a déclaré qu'il a déjà été impacté directement par des conséquences des événements climatiques. Un Français sur 2 a déjà été impacté économiquement ou corporellement par ça. Et le problème qui va se poser très rapidement pour nous assureurs, la Massif mais tous les autres, c'est la capacité à terme de pouvoir continuer à assurer l'ampleur de ces dégâts, qui ne sont plus des aléas, mais qui deviennent systématiques, avec des événements de plus en plus fréquents, de plus en plus intenses. Et ça veut dire, il y aura de l'assurance, il y en aura toujours, mais c'est le risque de ne plus pouvoir mutualiser les risques. C'est-à-dire qu'au final, il y a une partie de la population, les ménages les plus faibles, les plus petits revenus, qui sont plus en capacité peut-être de s'assurer sur certains types de risques, parce que les cotisations devront être équilibrées pour compenser ces dégâts de plus en plus importants. Et ça, c'est un véritable enjeu sur lequel nous, on fait partie de l'ESS, on s'est mobilisés. Et c'est pour ça qu'on a plein de leviers d'action pour déjà contribuer à protéger le climat, et aussi, du coup, préserver aussi cette capacité à assurer toujours même les publics les plus fragiles, les revenus les plus faibles. Donc on agit avec l'investissement, comme dont vous a parlé Hélène, sur l'investissement qui soutient la transition énergétique bas carbone, elle vous en parlera encore après plus en détail. Mais on agit aussi même avec des ONG, des Surfrider Foundation Europe, le Muséum d'Histoire Naturelle, le Polarpod avec Jean-Louis Etienne. Enfin, on soutient des associations, des ONG qui ont des programmes aussi de protection des milieux naturels. Parce que quand on protège les milieux naturels,
on protège les forêts, les océans, c'est 50% des gaz à effet de serre qui sont captés grâce à eux. Donc il y a 2 enjeux, réduire les émissions de gaz à effet de serre, réduire notre empreinte carbone à nous. Alors est-ce que vous savez quelle est l'empreinte carbone moyenne des Français actuellement? En tonnes? Ouais, c'est 9-10. Et est-ce que vous savez à combien elle devrait être en 2050 si on veut avoir la fameuse neutralité carbone? Voilà, 2, c'est ça. On devra réduire par 5. Alors heureusement, il nous reste 3 décennies, parce que ça va être conséquent. Mais voilà, il y a vraiment cet enjeu. Et là-dessus, nous, on agit avec les ONG, on les soutient sur des programmes comme Plastic Origin, comme le label Green Marine Europe, avec Surfrider, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour protéger les milieux naturels, l'océan notamment. C'est l'ODD 14 sur l'océan. Et sur l'ODD 13 du climat, on agit aussi dans les offres de produits et services. C'est-à-dire qu'on va faire des taux d'assurance plus intéressantes. Si on veut acquérir des véhicules électriques ou hybrides, c'est des offres de taux de crédit plus intéressants, c'est des assurances d'assistance, des assurances corporelles, pour inciter nos sociétaires à aller vers ce mode de déplacement, de motorisation. Mais par contre, tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'acheter un véhicule électrique quand même, il ne faut pas se leurrer. Et c'est d'autant plus difficile aussi en zone rurale, périurbaine. Donc on a aussi créé des partenariats métiers. C'est-à-dire qu'on va soutenir Cities, vous devez le connaître, c'est le leader français de l'autopartage. On soutient Mobicop, qui est un grand acteur du covoiturage. Et on soutient Réseau Pouce. En fin de compte, c'est le petit pouce, leur logo. C'est dans les zones rurales, justement, je ne sais pas qui en parlait avant. Oui, c'est vous, Réseau Pouce, voilà, on les soutient depuis leur création. C'est un système où on met en place de l'autostop solidaire, qui est financé par les mairies et les collectivités. Donc voilà, on essaye d'inciter nos sociétaires à avoir d'autres moyens de déplacement, d'habitat, pour émettre moins de gaz à effet de serre, déjà, mais aussi pour faire des économies. Parce que les deux sont possibles finalement. C'est-à-dire qu'on peut émettre moins de gaz à effet de serre avec la mobilité partagée, le covoiturage, l'autopartage. Et en même temps, c'est moins coûteux, beaucoup moins coûteux qu'être propriétaire d'un véhicule individuel thermique classique. Et même sur l'habitat, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation, des webinars, des rencontres pour expliquer les petits éco-gestes dans l'habitat pour réduire sa facture d'énergie, sa facture d'électricité, de chauffage. Et pour que l'habitat... Alors l'idée, c'est pas d'avoir froid l'hiver, mais c'est de rester confort, mais en ayant des petits gestes qui permettent aussi quand même, tout en restant confortable, de réduire sa facture d'électricité ou de chauffage. Donc voilà le genre d'action qu'on met en place dans les métiers, dans les partenariats métiers, dans l'agenda mutualiste, et avec l'investissement dont on parlait Hélène. Justement, Hélène, allez-y, sur les façons d'accompagner les acteurs à impact ou les acteurs de l'ESS pour l'investissement, vous avez des exemples peut-être de... Oui, donc en si effet, 0,5%. on a différents types de leviers d'action au niveau des investissements pour favoriser la transition énergétique et réduire nos impacts sur le climat. On a effectivement ces investissements dits positifs sur des acteurs de la transition énergétique. On va avoir aussi d'autres leviers d'action qui sont aussi très importants. On a aussi la sélection négative des émetteurs, c'est-à-dire choisir de ne pas investir dans les émetteurs les plus carbonés. Donc ça, c'est vraiment un levier d'action qui est, j'ai envie de dire, employer le même terme en bon français, mainstream, qui veut vraiment, qui va porter sur la plus grande partie de nos encours et les émetteurs dans lesquels nous sommes investis directement. Donc là, on a toute une série d'exclusions qui nous permettent de préserver le climat des nuisances majeures, si je puis dire. Donc, en termes de climat, on s'est fixé au niveau massif des exclusions sur le charbon. Donc depuis 2018, Massif n'investit plus sur les entreprises qui sont exposées au charbon thermique, donc charbon qui est utilisé dans les centrales thermiques pour produire de l'électricité, que ce soit des extracteurs de charbon, donc les miniers, ou des électriciens. Deuxième type d'exclusion, on a une exclusion sur le secteur pétrole et gaz. Donc là, on s'est fixé non pas de cesser complètement d'investir sur le secteur, puisque nous sommes dans une période de transition, mais de réduire considérablement notre exposition à ce secteur en cessant tout d'abord d'investir sur les entreprises qui vont être les plus exposées à ce qu'on appelle les pétroles et gaz non conventionnels. Les pétroles et gaz non conventionnels, ce sont par exemple les gaz de schiste, les sables bitumineux, les pétroles et gaz qui sont issus des forages en Arctique, les pétroles qui sont issus de forages ultra profonds, ceux que l'on appelle les pétroles ultra lourds.
ce sont donc toute une série d'énergies fossiles dont l'extraction génère des impacts particulièrement nuisibles en matière climatique, donc du fait des émissions de gaz à effet de serre que cette extraction génère, mais aussi sur la biodiversité. Donc, pour Massif, nous avons cessé donc cette politique d'investissement sur les pétroles et gaz, elle est en vigueur depuis juin 2022. Nous avons cessé d'investir sur les entreprises dont plus de 5% du chiffre d'affaires est issu de ce type de pétrole et gaz et dont plus de 25% de la production est issu aussi de ce type d'énergie. Par ailleurs, nous nous sommes fixés un autre seuil d'exclusion qui concerne les plans de développement de ces entreprises. Vous savez probablement que l'Agence internationale de l'énergie a aussi développé des scénarios d'atteinte d'un non-dépassement du seuil de réchauffement de 1,5 degré. Et dans ce scénario de l'AIE, il est indiqué que tout nouveau développement de champs pétrogaziers devrait cesser après la fin de l'année 2021. Donc nous avons développé notre politique en 2022 en indiquant que pour les entreprises qui auraient les plans de développement les plus importants en matière pétrogazière, nous allons aussi les exclure de notre univers d'investissement. Le résultat, c'est que des majors pétrolières, on n'a pas non plus des milliers. Nous avions des investissements sur 7 majors. Aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 entreprises de ce secteur sur lesquelles nous nous autorisons à continuer d'investir. Donc ça, c'est pour le type d'exclusion que l'on peut pratiquer, qui est vraiment un levier d'action important pour un investisseur. Nous excluons aussi, afin de réduire nos impacts en matière de déforestation, les producteurs et les distributeurs d'huile de palme. Donc là, on va regarder à la fois l'exposition à l'huile de palme et puis, pour les moins exposés, on va regarder aussi la manière dont l'huile de palme est produite. Donc, est-ce que l'entreprise a suffisamment de certification de production d'huile de palme durable? Donc, vous savez qu'il y a des certifications en matière de durabilité sur les cultures d'huile de palme. Donc voilà pour le type d'exclusion que l'on peut pratiquer. Deuxième levier d'action, comme le disait Jérôme, donc l'investissement positif. Donc là, nous cherchons à investir sur des entreprises qui sont des acteurs de la transition énergétique. Donc nous avons 237 millions d'euros qui sont investis sur des fonds de dette qui sont pour des infrastructures d'énergie renouvelable, donc photovoltaïque, éolien et biogaz. Nous avons aussi des investissements de par la filiale de notre société de gestion. Donc notre société de gestion s'appelle Ophi Invest. Elle a une filiale qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le private equity, donc l'investissement en actions non cotées, les prises de participation d'entreprises. Donc là, cette société a développé des fonds qui sont spécialisés dans des entreprises, dans l'investissement dans des entreprises qui se consacrent au biogaz et à l'hydrogène dit vert. Donc quand on parle de biogaz, nous, on est uniquement sur du biogaz issu de déchets agricoles, pas issus de productions agricoles qui sont des productions vivrières. Donc là, la société de gestion fait attention à ça. Et quand on parle d'hydrogène vert, c'est uniquement l'hydrogène issu de l'énergie renouvelable. Donc évidemment, ça constitue encore aujourd'hui une part très minoritaire de ces investissements, puisque c'est une technologie qui est encore très complexe à développer. Voilà donc pour nos investissements en matière d'énergie renouvelable. Nous avons aussi des investissements dans un fonds qui est aussi développé par Swen, donc la filiale d'Ophi Invest Asset Management, qui lui est dédié à la protection des océans et qui finance donc des startups qui se dédient à la régénération et la protection des océans. Donc soit par le biais de développement de moyens de propulsion non carbonés pour les bateaux. Donc vous avez notamment une start-up qui fait par exemple du développement de propulsion à la voile pour des cargos. Donc on va combiner moteur et voile afin d'économiser un maximum d'énergie, de réduire les émissions de CO2, et puis des entreprises qui travaillent notamment à réduire la surpêche ou la pêche non voulue par le biais des déchets, notamment les filets, etc., de bateaux qui vont emprisonner et tuer des poissons alors que en fait ces poissons ne sont même pas pêchés. Voilà donc pour le type d'investissement positif que nous pouvons réaliser. Dernier levier d'action dont je souhaitais parler,
c'est aussi un levier qui est fortement utilisé et dont on est fier chez Massif, et donc c'est un levier d'action qui est utilisé par notre société de gestion qui est Ophi Invest. Il s'agit de l'engagement. L'engagement actionnarial, cela consiste pour un investisseur à utiliser de manière active ses droits en tant qu'actionnaire et en tant qu'investisseur. On commence par dialoguer avec l'entreprise sur un ou plusieurs sujets ESG sur lesquels on souhaite qu'elle progresse. Et puis, donc, on peut poser des questions à l'entreprise, connaître sa stratégie. Donc, pour nous, il va s'agir notamment de stratégie en matière de climat, de stratégie en matière de biodiversité. On va l'interroger sur sa stratégie et on va aussi lui faire part de nos points de vue, de ce qu'on souhaiterait qu'elle améliore en la matière. Et puis, si le dialogue n'est que partiellement fructueux ou s'il n'est pas fructueux, on va utiliser ses droits en tant qu'actionnaire, voter au sein des assemblées générales. On peut voter contre la rémunération du dirigeant si on estime que ce dirigeant devait avoir un impact sur une politique RSE qui ne nous semble pas suffisante. On va pouvoir voter contre certaines résolutions et on va pouvoir aussi se mettre au sein de coalitions d'investisseurs pour proposer des résolutions au sein des assemblées générales. Donc Ophi Invest, notre société de gestion, s'est beaucoup investi pour proposer notamment cette année des résolutions au conseil d'administration, par exemple, d'Engie, au conseil d'administration de Total, des résolutions sur le climat, ce qu'on appelle les Say on Climate. Il y a eu aussi des résolutions qui ont été reprises à leur compte par certaines entreprises comme Carrefour sur le climat et sur l'introduction de la prise en compte de l'ensemble des impacts de Carrefour sur l'ensemble de sa chaîne de valeur dans le calcul de son empreinte carbone. Donc voilà, un levier d'action qui n'est, entre guillemets, que du dialogue, mais qui peut permettre de porter des sujets à la connaissance du public et puis de les porter ensuite en Assemblée Générale et de faire en sorte qu'on en débatte et que les sujets avancent. Il y avait juste un dialogue, effectivement, qui était très intéressant et qu'on a mené avec Surfrider, avec Ophi et la direction investissement, c'est le dialogue sur les émetteurs plastiques. On a identifié dans le portefeuille une vingtaine d'émetteurs, c'est-à-dire ceux qui consomment ou qui produisent ou qui fabriquent le plus de plastique. Procter & Gamble, tous ceux qui conditionnent énormément de produits, d'emballage, parce que le plastique, c'est 13 millions de tonnes de plastique qui finissent dans l'océan chaque année. C'est justement sur la biodiversité, l'ODD 14, la principale cause de disparition de la faune et de la flore aquatique, et le plastique qui finit dans notre assiette. Des études montrent qu'avec la chaîne alimentaire, on mange l'équivalent d'une carte bancaire par semaine et l'équivalent d'un cintre en plastique par mois. Pour ceux qui vivent en zone côtière et qui mangent régulièrement du poisson. Donc on a fait ce dialogue avec les émetteurs du plastique pour les inciter à trouver des solutions de substitution et pour réduire, prendre des engagements concrets, chiffrés de réduction d'usage, de consommation, de production de plastique. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Donc c'est un engagement qu'on a conduit sur la biodiversité. On conduit aussi des engagements sur le sujet de l'huile de palme avec les entreprises qui ne sont pas producteurs ni distributeurs d'huile de palme, mais qui mettent sur le marché des produits qui contiennent de l'huile de palme et qui, pour ces raisons, font face à des controverses importantes sur leurs impacts indirects en matière de déforestation. On pense à Nutella. Bon, nous, on a fait une sélection de quelques entreprises qui font face à des controverses qui sont les plus sévères sur ces sujets. Et donc, on demande à Ophi Invest En tout cas, c'est un levier colossal, un levier de dialogue. Un vrai levier de dialogue et un vrai levier de progrès pour tout le monde. Merci Hélène pour cette présentation très détaillée des différents leviers. Ce n'est pas fini. Et on peut parce que ça doit être dur de convaincre dans les métiers, on y reviendra, de convaincre dans l'entreprise que tout ça n'est pas que des contraintes, mais que c'est aussi des opportunités de développement. Je voudrais me retourner à nouveau vers vous, Sébastien, vers toi, puisqu'on se connaît aussi. Désolée. Pour que tu nous expliques les 3 leviers là, que vous avez identifiés pour accompagner les employeurs de l'ESS, revenir un petit peu sur l'ESS, et puis ensuite je me tournerai vers Frédéric sur le côté philanthropie. Oui. Trois leviers je vais en essayant un d'être peu le là-dessus plus parce que c'est important de se possible. redire. D'abord, je suis très très fier de pouvoir aussi porter
des paroles aussi fortes que celles qui sont portées par les mutuelles aujourd'hui dans le cadre de l'UDES, parce que c'est vrai que ce sont des licornes extrêmement importantes pour nous, les mutuelles de l'assurance, parce que vous avez des moyens, vous avez la surface pour, et vous avez des équipes staffées pour faire. Et je trouve que ça, c'est vraiment des exemples à donner à un secteur de l'ESS aujourd'hui qui est composé à 80% d'entreprises de moins de 20 salariés, il faut quand même se le rappeler, et que je pense que vos exemples, qui sont extrêmement forts en termes d'innovation sociale et environnementale, sont à prendre et aussi à professer et aussi à adapter aussi à des réalités plus modestes qui sont quand même celles de beaucoup d'employeurs du secteur. Mais je trouve que c'est extrêmement intéressant qu'on puisse se dire il y a des acteurs qui poussent fort et qui poussent de façon extrêmement innovante sur ces sujets. Alors, nous, on a pris les sujets de façon... je le disais tout à l'heure, avec une forme de modestie aussi, par rapport à la géographie de nos entreprises. On a voulu développer des projets qui ne soient pas très coûteux pour les structures, mais qui permettent d'embarquer sur la question des transitions, en prenant d'abord le levier de la transition bas carbone, parce qu'on ne peut pas tout prendre d'un coup. Et j'entends les sujets sur la question de la biodiversité, mais c'était plus facile pour nous de prendre le sujet sur le bas carbone et sur le CO2 plutôt que de le prendre sur la question de la biodiversité pour les structures qui sont globalement des structures de services et globalement dans les services à la personne. Donc je vais expliquer ce qu'on a fait. D'abord, ce qui nous est apparu important, c'est de repérer dans l'ensemble des territoires des bonnes pratiques. Parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qui émergent, il y a quelques startups, il y a aussi des associations qui font des choses intéressantes, il y a des projets RSO, RSE qui sont portés, y compris par des structures dans le secteur médico-social, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de l'environnement aussi, et dans les sujets qui sont portés par des acteurs de l'éducation populaire, où il y a beaucoup d'associations environnementales qui font des choses extrêmement structurantes. Donc on a réuni tous ces acteurs dans 6 régions. On a choisi 6 dans un premier temps parce que nos financeurs étaient plutôt là-dessus aussi pour choisir quelques terrains d'expérimentation. Et on est allé rencontrer des employeurs. On a fait ça sur le premier semestre de l'année 2023 à travers des rencontres qui nous ont permis de repérer, de donner des cadres d'action. On a travaillé avec l'ADEME là-dessus, qu'on a fait intervenir dans quasiment toutes ces rencontres pour donner des visibilités. On a fait intervenir le GIEC, on a fait intervenir donc un certain nombre d'acteurs experts sur ces sujets. Et on a de là, on a tiré à la fois des best practices qui ont été partagées avec les régions qui n'étaient pas concernées pour ces premiers sujets. Et on a porté très fortement un projet de formation à l'accompagnement, à la conduite du changement pour donner à des structures de l'ESS qui n'ont pas forcément des moyens considérables pour faire un cadre financé par la DGEFP avec lequel on a travaillé, des OPCO qui sont les OPCO du secteur Uniformation et l'OPCO Santé, qui nous ont aidés à finalement définir un programme de formation sur la conduite du changement avec une agence que certains connaissent peut-être, qui est l'agence Lucie, qui porte le label Lucie, qui est un label RSE, et qu'on a à la fois repéré et qu'on a identifié sur la base d'un appel d'offres et avec lequel on a décidé de travailler, et qui porte cette dimension d'accompagnement et de conduite du changement pour les structures de l'ESS. Et actuellement, donc au moment où je vous parle, on est en train de former 150 employeurs du secteur sur la conduite du changement autour de la transition environnementale, 4 jours de formation, une fresque climat partagée avec les acteurs de l'entreprise, mobiliser ces parties prenantes, travailler le dialogue social par le dialogue social ou le dialogue professionnel, travailler le sujet dans l'entreprise et ensuite développer des actions opérationnelles, un plan d'action accompagné par des consultants de l'agence Lucie qui vont permettre effectivement de conduire et d'accompagner le changement dans les structures. Donc ça, c'est un premier levier important, le repérage, l'essaimage et la formation. Donc ça, c'est extrêmement important, on y est, et on est en train de faire des choses assez concrètes là-dessus. 150, c'est pas beaucoup, j'ai parlé de 30 000 entreprises employeuses, donc on est loin, mais il faut qu'on commence quelque chose, et donc on commence avec un certain nombre d'acteurs qui vont pouvoir ensuite développer leurs expériences auprès d'autres structures. Le deuxième levier, c'est le levier de l'outillage. Et là, on a utilisé plusieurs ressources. On avait depuis 2020 lancé un outil qui s'appelle Valores et qui est un outil de mesure de l'impact social pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc cet outil, il est en ligne, donc c'est un outil gratuit qui est assez facile d'accès et qu'on a travaillé donc avec un certain nombre d'entreprises sociales spécialisées dans la mesure de l'impact social il y a 2 ans. Et on a souhaité donc élargir ce champ de la mesure d'impact
qui est pour moi aussi un levier extrêmement structurant aussi pour les structures de l'ESS aujourd'hui, et vis-à-vis de leurs salariés, et vis-à-vis de leurs fournisseurs, et vis-à-vis de leurs financeurs, et donc d'élargir ce sujet de l'impact social à la question de l'impact environnemental. Donc, alors comment on a fait ? On a travaillé avec l'Association pour la transition bas carbone, qui porte le bilan carbone de l'ADEME, qui nous aide à adapter aux entreprises du secteur un outil gratuit, facile d'accès, de comptabilité carbone. Donc ça n'a pas été simple, parce que la comptabilité carbone, c'est quelque chose d'assez compliqué, de prime abord, mais on a défini, en réalité, on a pris les éléments du bilan carbone, que certains connaissent ici sans doute, avec les 11 postes d'émission. Bon, ça va des politiques d'achat, au déplacement des collaborateurs, aux économies d'énergie, aux investissements, etc. Et on a regardé là-dedans quels étaient les indicateurs qu'on pouvait privilégier pour permettre à une association de 10 salariés, ou de 20 ou de 50, ou une SCOP, ou une coopérative, ou une mutuelle, qui n'a pas forcément les moyens que peut avoir la Massif ou la Maïf ou d'autres structures très, très organisées, de pouvoir se saisir d'un outil facile d'accès en repérant les bons indicateurs. Et donc on est allé chercher dans cet outil les indicateurs qui vont bien adresser aux structures de l'ESS et qui permettent sur chacun des 11 postes d'émission de pouvoir, à travers un outil d'auto-diagnostic en ligne, de pouvoir remplir les éléments sur comment je consomme, comment je travaille avec mes fournisseurs, comment je travaille mes économies d'énergie, comment je travaille mes politiques d'achat, mon recyclage, etc. L'ensemble de la chaîne de valeur sur les 11 postes d'émission. Et sur l'ensemble des scopes, dit 1, 2, 3, c'est-à-dire les émissions directes qui sont produites par l'entreprise sur sa consommation d'énergie, par exemple, sur ses déplacements, et aussi les consommations indirectes, c'est-à-dire ce qui ne relève pas de la production par l'entreprise, mais qui est utilisé par l'entreprise. Et aussi l'amont-l'aval, c'est-à-dire le fait de pouvoir transporter des marchandises, le cas échéant, à la fois de les faire venir, et puis de les transformer, et puis de les faire circuler. Donc l'ensemble des 3 scopes ont été intégrés, avec un label donc ABC, transition bas carbone, et des indicateurs extrêmement concrets. Et on a adossé à ça, parce que c'est bien de pouvoir... Alors, l'outil, il est facilement en ligne. Vous pourrez y aller, valores.fr, et vous trouverez assez facilement l'outil. Quand on a rempli ces éléments-là, ce qui est quand même assez long, il faut quand même, à minima, un comptable et un expert comptable, et probablement une partie de l'équipe opérationnelle de la structure, pour pouvoir quand même se poser un peu, parce que c'est pas tout de dire on consomme, c'est de regarder sur une année, parce que généralement c'est un bilan comptable, c'est sur une année, donc on va regarder sur une année combien j'ai consommé, comment j'ai développé une politique d'achat, comment se sont déplacés mes collaborateurs, etc., etc. Donc ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'on a ça, on a des chiffres, et on a un tonnage. Et donc la fiche synthèse de Valores va vous donner un tonnage, et vous dire, voilà, votre entreprise a consommé en 2023 tant de tonnes de CO2. Ce qui est intéressant, ils peuvent aller voir les investisseurs à impact. Ils peuvent aller voir les investisseurs à impact, bien sûr, évidemment, et c'est évidemment qu'elles doivent le faire. D'ailleurs, c'est ce qu'on préconise par ailleurs sur un certain nombre de choses. Mais surtout, on leur donne là où elles doivent aller pour respecter la stratégie 2030. Donc, l'outil est auto-régulé de façon à pouvoir donner ce chiffre-là. Et ensuite, parce que si on s'arrêtait là, on pense qu'on n'aurait pas fait le job, on leur donne des fiches techniques, enfin, des fiches environnementales par poste d'émission pour leur donner ce qu'elles doivent faire pour aller justement baisser leurs émissions, pour aller sur la stratégie 2030, de façon très opérationnelle. Voilà. Donc ça, c'est difficile d'en parler sans avoir la démonstration de l'outil, mais je vous invite à le regarder puisqu'il est en ligne, gratuit. Et qu'on faire son bilan carbone, du coup. Voilà. Alors, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'effectivement, on dédramatise le sujet, on le rend le moins anxiogène possible, et on permet à des structures de se dire, moi aussi, même si je n'ai pas forcément la surface, je peux rentrer dans une logique de comptabilité carbone et je peux baisser mes émissions progressivement. Voilà. Alors évidemment, c'est work in progress, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut s'y reprendre tous les 2 ans, tous les 3 ans, pour regarder comment tout ça évolue. Mais le fait d'avoir un outil d'impact qui évalue avec des critères adaptés et qui permettent à la structure de se saisir du sujet, ça nous paraît être extrêmement intéressant. Alors, il nous reste 20 minutes pour cette séquence et puis les questions après. Je termine juste pour dire que
Évidemment, nous allons former sur cet outil, donc sur la base d'une formation ad hoc qui va être menée sur ces questions-là. Et le troisième levier, je termine juste là-dessus pour le dire quand même, c'est important. Le troisième levier, c'est celui de la projection métier. On a travaillé avec l'Observatoire national des métiers verts et verdissants de l'ADEME, donc que vous connaissez sans doute ici, qui dit qu'il y a des métiers verts qui sont déjà dans la transition écologique, qui sont en tout cas dans l'ESS plutôt minoritaires, mais il y en a, mais ils sont plutôt minoritaires. On a surtout énormément de métiers verdissants qui vont verdir à l'avenir, parce que les blocs de compétences vont évoluer sur le recyclage, les déplacements, les politiques d'énergie, etc. Vous avez identifié les métiers condamnés ou pas ? Alors pas encore, mais justement, c'est l'objectif de notre démarche, puisque nous allons mener, et là c'est un travail qui va commencer au début de l'année prochaine, des monographies par branche professionnelle pour regarder sur chacune des branches comment ça se joue à 10-20 ans et comment les blocs de compétences doivent évoluer, les certifications, les fiches de poste des collaborateurs pour justement intégrer cette notion de la transition écologique adaptée à la réalité des métiers. Donc on aura une visibilité d'ici 1 an à peu près, on aura des monographies, une étude d'impact et des éléments qui vont nous permettre d'aller sur des ADEC ou des EDEC ou des CEP, enfin contrats d'études prospectives, pardon, des engagements de développement de l'emploi et des compétences, pour justement développer des actions d'adaptation des salariés à leur poste de travail, d'aller sur de la certification, des nouvelles certifications et de pouvoir former nos collaborateurs à cette transition écologique qui doit rentrer dans une forme d'opérationnalité. Voilà. Et donc ça, ce troisième levier est extrêmement important. On est très soutenu par l'ensemble des acteurs, donc des GEFP et puis les OPCO là-dessus, et puis bien entendu, alors. Et c'est là que je reboucle avec la question du dialogue social, parce qu'une fois qu'on a fait ce travail-là, bien évidemment, il faut qu'on le partage avec les organisations syndicales de salariés et qu'on en fasse un outil de diagnostic paritaire permettant d'aller sur des négociations d'accord. Voilà. Et c'est sur la base de ce diagnostic-là qu'on pourra discuter avec les organisations syndicales pour leur dire voilà le travail qu'on a mené dans les branches, voilà comment, voilà le constat qu'on fait, est-ce qu'il est partagé, est-ce qu'il n'est pas partagé, comment on peut ensemble définir les cadres de compromis et de dialogue social dans l'avenir. Tiens, t'es tellement dans la prospective que t'es déjà sur la troisième partie de la table ronde, mais c'est très important ce que tu viens de dire, parce qu'évidemment il y a un alignement des métiers sur tous ces sujets et qu'il va falloir accompagner tout ça. Dernier point sur les fondations, puisque toi tu as sur la façon dont on accompagne les acteurs de l'ESS, tu as évidemment travaillé en réseau avec d'autres fondations qui ont une petite propension à coopérer un peu plus naturelle que d'autres. Est-ce que tu peux nous dire comment, globalement, elles peuvent déjà instruire les dossiers, pousser pour qu'on prenne en compte la question environnementale, et puis comment elles peuvent aller encore plus loin en s'associant. Évoquer la coalition des fondations pour le climat. Bon, alors les fondations en France, ça n'a pas l'importance que ça a en Suisse ou aux États-Unis ou en Angleterre, mais c'est quand même une vingtaine de milliards d'actifs, généralement en obligation d'État ou d'entreprise. Et donc les sujets d'investissement, des investissements se posent aussi. Et puis il y a aussi des questions aussi de prise de risque avec son capital, c'est-à-dire est-ce que c'est bien de tout placer dans des entreprises qui vous font des gros dividendes ou des taux d'intérêt élevés, mais qui auraient un impact négatif. Et ensuite, avec ce produit-là, on essaye de conduire des actions qui, elles, essayent de produire des impacts positifs. Bon, voilà, donc il y a une vision d'ensemble à avoir, et c'est donc une réflexion ancienne qui a conduite, au-delà de l'investissement des investissements, qui est un sujet important, qui a conduit les fondations à se dire, signons un manifeste pour le climat. Il y en a aujourd'hui sur les 4000 fondations françaises, il y en a 200 seulement qui ont signé pour le moment ce manifeste, mais dont la Fondation Massif, qui l'a signé à nos côtés, et de quelques autres. Et donc les thèmes, c'est en plus de l'investissement des investissements, effectivement le rôle de ces fondations en tant qu'employeur, former ses salariés, les sensibiliser quand ils n'en sont pas encore à être formés à différents sujets. En tant que financeur, c'est revoir, et je vais y revenir, leur procédure d'instruction.
pour sélectionner des projets qui soient bien dans cet impact multiple, hein, c'est-à-dire pas seulement social versus l'environnement, mais bien une double performance, au moins double, et aussi évidemment la performance économique. Et puis l'idée de propager à travers différentes actions d'éducation populaire aussi, auprès du grand public, les fondamentaux qui sont nécessaires pour que chacun participe à sa mesure à la transition écologique. Alors, transition écologique juste, ça, il faut savoir que c'est un thème vraiment important depuis 2-3 ans. Il y a eu des études, par exemple le labo de l'ESS qui a fait un rapport sur ce sujet. La Fondation de France a également une réflexion et des groupes de travail sur ce sujet. Enfin, pour vous dire que ça travaille vraiment. Aujourd'hui, le monde des fondations, parce que si on était seulement sur le sujet investissement des investissements, c'est un sujet que vous connaissez bien, il y en a d'autres qui prennent le relais, hein, donc les émissions se poursuivent, si on peut dire. Hein, on n'arrive pas à affamer complètement la bête, hein, il reste quand même des capitaux qui iront si les fondations n'y sont pas, donc il faut réfléchir à ça. Et derrière, il faut donc s'assurer que soit par des réflexions sur les politiques publiques les plus appropriées, soit sur des initiatives privées, on arrive à s'assurer tout ce que vous avez dit, par exemple d'avoir une mobilité réellement inclusive, abordable, mais bas carbone, avoir des logements également qui permettent d'aller dans ce sens-là, et que donc chacun a sa place. C'est un peu la théorie du colibri, mais en un peu mieux quand même, parce que ça peut tourner jusqu'à des politiques publiques, puissent contribuer à cette transition juste. Alors, c'est pas très facile, parce que vous le voyez bien, je voudrais pas faire du populisme de bas étage, mais par exemple, il y a un dernier livre de Jérôme Fourquet qui quand même regarde un peu ce qui se passe en France. Maintenant, ça s'appelle La France d'après, après avoir fait l'archipel français, après avoir fait la France d'aujourd'hui, il fait la France d'après. Bon, il parle bien, par exemple, du peuple de la route. Le peuple de la route, c'est ces gens, notamment en milieu rural, vous comprenez que la Fondation RTE connaît bien le sujet, qui ont une voiture parce que c'est un facteur d'inclusion sociale essentiel. Voilà. Et ils n'auront pas les moyens, comme vous l'avez rappelé, de passer sur des mauvais... Bon. Alors comment évoluer? Il y a des sujets de mutualisation, hein, effectivement, vous avez évoqué Cities ou quelques autres. Il y a aussi des sujets aussi de quelle voiture a-t-on besoin? Est-ce qu'on a vraiment besoin du SUV d'une tonne et demie ou 2 tonnes? Ou est-ce qu'on peut passer sur un quadricycle à pédale avec assistance électrique? Alors ça consomme 20 fois moins de ressources naturelles en général, et ça va consommer beaucoup moins d'énergie. Et vous pourrez même le recharger, évidemment, avec quelques panneaux solaires sur votre maison. Donc, ça devient... Alors, simplement, c'est pas le même rapport à la voiture. Hein. C'est des véhicules qui font 100, 200 kilos. Vous allez à 45 km/h, donc derrière, vous avez les camions qui vous klaxonnent, qui vous doublent. Enfin, c'est pas évident. Mais peut-être qu'on peut aller... dans un certain nombre de circonstances là. Il y a une expérimentation que nous avons financée, par exemple, dans l'Aveyron, moyenne montagne, hein, donc il y a aussi des montées et des descentes, pour différents types de quadricycles avec assistance, comme ça, pour voir si on peut proposer ça à toutes les catégories de la population. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose si vous êtes personnes âgées, voire personnes en situation de handicap, ou un jeune homme ravi de pouvoir faire un peu de vélo tous les matins et tous les soirs pour aller à son lycée ou à son travail. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Cette coalition, elle est assez jeune. Nous, on avait quand même pris des dispositions depuis 3 ans pour faire des bilans de gaz à effet de serre au profit des associations qu'on soutient. Donc on en soutient une 40aine par an. Là, ça faisait 6-7 bilans par an. On n'était pas du tout sur l'industrialisation que tu as dit là avec Valorez. Je vais aller regarder avec beaucoup d'intérêt parce que nous, on les fait à la main, aux côtés des associations. Je crois que ça serait bien de pouvoir effectivement leur proposer quelque chose d'assez structuré et qui ne dépende pas du stagiaire ou de l'apprenti de la fondation chaque année. Donc ça sera, je vais regarder ça de très près. Voilà des connexions établies. Je suis ravie que cette rencontre permette ça. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure pour parler de l'avenir et des grands enjeux, des grands leviers, des grands obstacles à franchir pour pouvoir accélérer. Du coup, je vais vous demander de resserrer votre propos et de voir sur un des leviers qui nous semble, en préparant cette réunion, être le levier majeur, celui de l'investissement et de la finance. Voilà, on sait qu'il faut
accélérer, mais est-ce qu'il y a quels freins il faut d'abord lever pour sortir des 0,5% de finances solidaires? Alors, en fait, les freins, ils ont déjà été plus ou moins évoqués. Le premier en finance, c'est la théorie des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, si un acteur finance un gros trader de commodités, par exemple sur les questions de déforestation, et que cet acteur se retire, il y aura toujours quelqu'un pour aller prendre une part du marché parce que c'est un contexte hyper concurrentiel, etc. Donc il y a déjà un vrai sujet de la force du collectif et de travailler ensemble, donc coalition d'investisseurs, etc. En finance, il y a plein de coalitions. Il y en a pour la déforestation, il y en a pour la transition juste, il y en a vraiment plein. Donc c'est un vrai sujet, une vraie solution qui est là de vraiment tous travailler ensemble. Donc ça, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est la donnée, qui a été évoqué également. En finance durable, on a un souci pour, d'une part, collecter la donnée, parce qu'il faut qu'on puisse collecter la donnée à des niveaux comparables. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas la même source de données, ça va être très difficile ensuite de la traiter. Et donc, vient la question du traitement de la donnée, des méthodologies pour traiter la donnée. De référentiels d'indicateurs communs de mesures d'impact social et environnemental, quoi. En fait, il y a plein de réglementations qui poussent ces acteurs financiers à avoir un reporting extra-financier, mais maintenant, la méthode pour faire ce reporting, elle n'est pas toujours très claire, et donc l'idée aussi de l'IFD, c'est d'harmoniser les pratiques d'analyse extra-financière, donc c'est un gros travail qu'on est en train de faire, mais voilà, ça c'est un sujet aussi, et d'autant plus, je pense, pour les acteurs de l'ESS qui sont parfois les entreprises financées ou les acteurs, les associations, etc., sont des petits acteurs, donc qui n'ont pas forcément les moyens pour remonter cette donnée. Donc je pense que c'est important, toutes ces questions d'outillage, justement. Et le dernier frein, c'est celui de l'acculturation et l'éducation, donc en finance. On voit qu'il y a quand même encore la finance durable, c'est un sujet qui est très neuf. Je vous parlais de finance à impact, c'est d'autant plus neuf qu'on a sorti une définition il y a 2 ans, qu'on est en train de développer des outils opérationnels, donc c'est vraiment des sujets qui sont très très récents, et souvent on parle d'impact mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc voilà, il y a un vrai sujet de parler un langage commun et d'éducation. Donc nous, au sein de l'IFD, on a 2 initiatives à ce sujet-là. On forme les étudiants, c'est-à-dire qu'on pousse pour des formations en finance générale qu'elles rajoutent plus d'heures sur la finance durable et le développement durable, et de même pour les formations spécialisées. Et puis il y a aussi pour la formation continue, donc les professionnels, où on a aussi des initiatives à ce sujet-là, et on est en train de développer un MOOC. Donc voilà un peu pour les freins et les solutions que nous on propose. Mais moi juste, je dirais qu'il y a un vrai sujet de tous travailler collectivement pour arriver à pouvoir arriver à cette transition juste. Et le mot est important, juste. Voilà. Donc une deuxième vague de coalition. Je tends le micro maintenant à Hélène Drouet, vue d'un investisseur. Est-ce qu'il y a des freins, des leviers, des choses qui vous semblent être des enjeux pour concilier écologie et transition et justice sociale à l'avenir? Oui, mais avant, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Camille. Donc il y avait l'aspect données. En effet, la donnée, c'est un défi. Un frein ou un défi pour nous, parce qu'en fait, elle est fluctuante, elle est hétérogène et elle n'est pas exhaustive. Donc on a beaucoup de mal, par exemple, quand on veut se fixer des objectifs en matière climatique, à obtenir les émissions des entreprises dans lesquelles on est investi. Pourquoi ? Parce que chacun va avoir sa manière de calculer. Nous, on parle d'univers d'investissement qui couvre le monde entier. Les méthodes de calcul et de reporting ne sont pas les mêmes. Si on veut s'engager, comme vous le disiez tout à l'heure, sur une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre induites par nos financements sur la totalité de la chaîne de valeur des entreprises, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle les 3 scopes de reporting, à la fois le périmètre direct des émissions, mais aussi les émissions liées à l'amont et à l'aval de la chaîne de valeur, il faut s'assurer que les entreprises vont reporter de manière correcte et homogène sur ce que représente l'amont et l'aval de la chaîne de valeur. Or, elles ne sont pas elles-mêmes maîtresses de ces émissions. Elles dépendent de leurs fournisseurs,
de leurs distributeurs, etc. Et de l'analyse qu'elles vont faire de l'impact à la fin de vie de leurs produits pour reporter ces émissions. Donc on est sur une donnée qui est extrêmement fluctuante et qui donc représente un défi pour nous, pour les comptabiliser, pour pouvoir reporter sur les efforts qu'on aura fait et les progrès qu'on aura pu effectuer. Après, juste sur le sujet concilier transition écologique et transition sociale, donc je pense que, comme le disait Jérôme, moi j'aurais une autre manière de voir les choses. Nous, à la direction des investissements, ce qu'on pense, c'est que certes, il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale, mais inversement, il ne peut pas y avoir de justice sociale sans une transition écologique rapide et efficiente. Et donc sur ce point-là, de notre point de vue, ce qui est important, c'est de ne rien lâcher sur le pilier social. Donc on a beaucoup parlé de nos efforts en matière environnementale. On est aussi engagé sur ce pilier social. Donc on investit effectivement dans l'économie sociale et solidaire. On a 40 millions d'euros aujourd'hui d'investis, soit à travers des fonds externes, donc gérés par d'autres sociétés de gestion. On a un fonds notamment qui s'appelle SFIN, dans lequel on investit, qui est dédié au financement des entreprises de l'ESS. On a notre fonds massif Impact ESS dont Jérôme a parlé, qui finance aussi ce type d'entreprise. Et on a aussi des prises de participation directes dans des entreprises de l'ESS, comme Cities, par exemple, une entreprise de location de voitures, d'autopartage, qui est elle-même une scope. Voilà. On a aussi des politiques d'exclusion qui portent sur le sujet social. Donc on exclut évidemment les armes non conventionnelles. On va exclure le tabac, donc un sujet de santé qui est quand même majeur. Et puis on exclut aussi les entreprises qui ont un mauvais comportement en matière sociale. Et là on se base sur le Pacte mondial des Nations Unies, donc qui prône 10 principes qui constituent le socle de base de la RSE. Mais ces 10 principes donc, sont organisés autour de 4 piliers, donc 2 piliers qui sont des enjeux sociaux majeurs, qui sont la promotion des droits humains fondamentaux et la protection des droits des travailleurs tels qu'ils sont publiés dans les conventions de l'OIT. Et puis ensuite, les 2 autres piliers sont sur la protection de l'environnement et la prévention de la corruption. Aujourd'hui, nous, on analyse donc, par le biais de notre société de gestion les comportements des entreprises à travers les controverses dont elles font l'objet, donc à travers des analyses presse sur l'ensemble des contentieux auxquels elles doivent faire face. Et pour les entreprises qui font face aux controverses les plus sévères sur l'un des 10 principes du Pacte mondial, notre société de gestion va donc engager avec elles, donc établir un dialogue pour savoir si elles ont mis en place des actions correctives par rapport à ces sujets, à ces contentieux auxquels elles font face. Et si ces mesures ne sont pas suffisantes, on va exclure les entreprises de notre univers d'investissement. Qu'on a exclu par exemple l'année dernière McDonald's, qui était poursuivi dans plus de 8 pays pour des affaires de harcèlement sexuel systémique. On a exclu Shell auparavant, qui était donc là poursuivi pour des dommages environnementaux particulièrement importants dans le delta du Niger, qui a aussi été sommé par une cour de justice néerlandaise de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45% d'ici à 2030, donc qui était poursuivi en justice. Donc voilà, pour nous, ça, ce sont des entreprises qui présentent un risque majeur parce qu'elles ne gèrent pas correctement leur risque social, et donc nous ne souhaitons pas, en tant qu'investisseurs, être présents dans ces entreprises. Ce qui se passe aussi lorsque l'on effectue nos analyses sur nos investissements, nous regardons toujours les 3 piliers, l'environnemental, le social et la gouvernance. Et quand on investit dans un fonds comme le fonds Blue Ocean de Swen ou dans les fonds Swift, Swen, avant de sélectionner les entreprises, va évidemment faire aussi une analyse de l'ensemble de la manière dont ces entreprises gèrent leurs enjeux sociaux, qu'il s'agisse des enjeux de ressources humaines ou des enjeux liés aux impacts de leurs produits sur les communautés environnantes. Voilà donc ce que je voulais dire sur le pilier social. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup. On voit que la question des indicateurs sur les émissions de gaz à effet de serre est un sujet, donc je vous dis même pas le problème pour la biodiversité, puisque trouver des indicateurs et donner une valeur à la nature. Très difficile quand même. Ah oui. Gaz à effet de serre. Ah bah oui, juste. C'est encore. Il n'y a pas de référentiel. Il n'y a pas.
Donc déjà que c'est difficile sur les gaz à effet de serre. Il y a le MSN sur la biodiversité développé par la Caisse des dépôts. MSN, la mesure MSA, voilà. Mais il y a quelques outils qui commencent à être travaillés. Oui, mais comment on s'accorde sur la valeur des services rendus par la nature, attention, quoi, ça va être compliqué pour réparer. Enfin bon, en tout cas, c'est un vrai gros défi, la donnée et la coalition. Est-ce qu'il y a d'autres, donc très rapidement, parce que j'aimerais vraiment, là, je sens que vous trépignez, que vous puissiez vous exprimer vous aussi, d'autres défis pour l'avenir que vous voulez souligner, Frédéric, Jérôme. Peut-être juste l'importance des coalitions, mais des coalitions aussi d'entreprises. Là, il y a EPE, par exemple, dont on fait part, hein, Entreprise pour l'environnement, et c'est ça l'idée, c'est qu'on gagne en effet de levier, et on peut faire bouger les pouvoirs publics aussi. L'effet locomotive, quoi. Ouais, c'est-à-dire, et en plus, après, ce EPE, Entreprise pour l'environnement, c'est 70 grandes entreprises, mais pas seulement de l'ESS, hein, donc tout type d'entreprise capitalistique classique, mais on ne peut pas faire sans eux non plus, et l'idée, c'est de nous entraîner ensemble sur des initiatives collectives après. Et au-delà des 70, on les propose à l'ensemble des sociétés françaises. Act for Nature International, c'est de prendre des engagements pour la biodiversité, chiffrés, mesurés, dans les investissements, mais aussi dans les pratiques internes, sur 2 ans. On pousse une initiative collective EV100 pour électrifier tous les parcs de véhicules de société, qui soient électrifiés d'ici 2030. Donc voilà, ce genre de collectif, ça permet aussi de ne pas être dans sa bulle, dans son petit espace d'entreprise, quelle que soit la taille. Donc c'est important. Donc c'est plus des échanges de débats et de pratiques, échanges de bonnes pratiques, d'agir ensemble et aussi. de lobbying après vraiment, et de peser ensemble dans le bon sens du terme, parce que c'est pour la bonne cause pour le coup, auprès des pouvoirs publics pour qu'ils légifèrent dans le bon sens, quoi. Et je rajouterais que, par exemple, nous, on travaille avec EPE sur les sujets de biodiversité, donc ça permet d'ouvrir des dialogues aussi entre financeurs et entreprises, donc c'est assez important aussi de ce point de vue-là. Et avec les structures comme le Muséum d'histoire naturelle, les ONG, tout ça, on est tous connectés pour le coup autour de ça, quoi. Voilà, donc une mise en commun de connaissances dans un but autre que s'enrichir, c'est une méta-association, on dirait, en fait. Hein. Ouais, et il y a aussi, alors bien entendu, partage d'éléments communs pour peser d'un point de vue du lobbying ou autre, ou des relations publiques, ça c'est extrêmement important. Il y a des logiques de consortium pour aller aussi chercher des appels à projets dans des structures qui sont quand même pas très importantes de façon globale, et donc se mettre ensemble pour pouvoir répondre face à des Veolia ou autres, etc. Ou ArcelorMittal qui vient de revoir complètement son industrie 4.0 en mobilisant des moyens considérables sur notamment la loi industrie verte pour justement changer fortement son modèle économique, ce qui est très bien, hein, je ne dis pas le sujet. C'est qu'aujourd'hui, dans des entreprises telles que les nôtres, on a du mal à aller chercher des logiques de consortium pour répondre à des appels à projets et pour pouvoir peser sur des logiques type France 2030, etc. Et donc on a besoin de trouver des lieux de coopération économique un peu intelligents pour aller chercher du financement et pour peser dans des éco-conceptions ou des éco-filières qui sont aujourd'hui extrêmement un peu difficiles à pénétrer. Des sortes de joint ventures socialement responsables. Sociale, on peut s'appuyer sur les PTCE, hein, notamment à des logiques de cette nature-là, les pôles territoriaux de coopération économique, qui permettent effectivement de dire à un moment donné, je réunis des acteurs dans un territoire pour aller chercher des financements, mais pour aussi porter un projet d'innovation sociale ou environnementale qui permet d'avoir du sens et qui permet aussi de développer des effets leviers. Oui, moi je voudrais évoquer d'autres types de coopération. D'abord des coopérations territoriales entre acteurs, plutôt hétérogènes, hein, où on a des collectivités locales, l'économie sociale et solidaire, les entreprises commerciales, parfois des simples collectifs de citoyens qui peuvent aussi contribuer à ces coopérations, et ça à différents niveaux. D'abord pour définir quel est le projet du territoire. Ensuite, pour pouvoir, entre guillemets, se répartir les rôles, qui va faire quoi dans la mise en œuvre de ce projet de territoire. Et puis ensuite, des coopérations pour la mise en œuvre proprement dit. Par exemple, une entreprise commerciale, les joint venture sociales dont tu parlais, une entreprise commerciale et une structure de l'ESS, ou des modes d'organisation de la collectivité locale qui permettent de localiser de la valeur ajoutée sur le territoire. Bon, c'est assez compliqué, mais finalement, on s'aperçoit que
ça répond bien à l'esprit du temps. Hein. Donc aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui sont prêts à s'investir sur ces sujets-là. Je voudrais évoquer également cet type de coopération, mais cette fois-ci au sein de filières. Là, je parle moins avec ma casquette Fondation RTE d'autrefois, mais plus avec ce qui est en train de se passer, par exemple, dans le secteur de l'énergie pour RTE tout court. Vous savez sans doute qu'avec le Green Deal, il y a eu aussi au niveau européen l'idée qu'on devrait avoir une politique industrielle pour que, en gros, notre reconversion énergétique ne devienne pas, on va importer massivement du bout du monde les composants dont on a besoin pour cette transition énergétique. Typiquement les panneaux solaires, mais c'est déjà fait, mais peut-être demain les électrolyseurs pour faire de l'hydrogène ou d'autres composantes. Aujourd'hui, il y a par exemple une vraie préoccupation pour la filière éolienne européenne qui était la meilleure du monde et qui est en train de se faire étrier, au moins du point de vue des prix, des délais de livraison pour des tas de raisons, par, en gros, la Chine, pour faire court. Donc il s'agit de pouvoir préserver ces filières d'excellence, et puis évidemment la filière nucléaire, hein, qu'on a consciencieusement démolie pendant 15 ans, et qu'il s'agit maintenant de reprendre pas à pas. Donc tout ça mérite des coopérations entre filières, et ça existe aussi au niveau national, puisqu'il y a des comités de filières qui ont été mis en place par Bercy. Bon, faut pas en attendre plus qu'elles ne peuvent en donner, c'est-à-dire une bonne coopération au moins sur la recherche et développement, ensuite sur éviter de se piquer les ressources humaines, par exemple, qui deviennent tellement rares aujourd'hui sur certains domaines qu'il s'agit d'éviter de faire des échelles de perroquet entre acteurs français. Bon, donc ça se met progressivement en place, et sur ces sujets-là, l'ESS a je dirais, une ADN particulière. Hein. La coopération, c'est vraiment dans ses gènes, dans son histoire. Et donc, alors ça dépend des échelles, hein, bien sûr, mais on peut attendre quand même que l'ESS puisse trouver toute sa place, notamment sur la partie transformation territoriale locale, où on a des acteurs de l'ESS puissants et légitimes. Tout l'enjeu va être d'articuler les échelles, voire d'emboîter les échelles d'action, parce qu'il y a des sujets qui se traitent à l'échelle locale, mais qui ont des conséquences aussi, évidemment. La question de l'eau, on ne peut pas la traiter à l'échelle locale exclusivement. Des vraies grosses tensions aussi sur les usages. Merci à vous tous pour vos éclairages vraiment édifiants. Je me tourne maintenant vers la salle. Je pense qu'on peut les applaudir, parce qu'ils ont été... Ils ont été super. Ils ont vraiment bien joué le jeu, concis, court. Voilà. Maintenant, peut-être que vous avez vous-même des témoignages ou des questions, des demandes de précision à leur adresser. On va se donner un petit quart d'heure encore. Et il y a un micro qui va circuler. Voilà. Donc, si vous pouvez, au moment où vous posez votre question, juste vous présenter au passage pour qu'on sache d'où vous parlez. Bonsoir, André Thomas, secrétaire national sur le pôle public à la CFE-CGC. J'ai une question toute simple. Il y a eu dernièrement un rapport de la Convention cadre sur le changement climatique au niveau des Nations Unies, et qui a été repris avec un grand cri d'alarme par l'ONU, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière. Hein ? Avant-hier, hein, oui, pardon, excusez-moi, on est bien occupé. Avant-hier, c'est ça. Et donc, qui stipule les chiffres que nous connaissons, que vous avez indiqués ce soir, c'est-à-dire qu'il y a une prévision de baisse des émissions carbone à hauteur de 2% jusqu'à l'horizon 2030, alors qu'il en faudrait 43%. Merci, monsieur. 43%. Et donc, ma question est toute simple. L'économie sociale et solidaire, j'y ai travaillé longtemps. C'est beau, c'est merveilleux, c'est aussi initiatique en termes de professionnalisation. Je parle pour moi. Mais est-ce que la métaphore du colibri de Pierre Rabhi ne devrait pas être remplacée par un autre oiseau, un peu plus grand et conséquent? Oui, un condor, me dit mon voisin. Voilà. C'est une question. Juste, je pense que... Non, si, ça y est. Je pense qu'il y a un problème de... Effectivement, les efforts, les bonnes volontés ne suffiront pas. À un moment, il va falloir quand même que ça soit contraignant et légiféré. Et c'est l'intérêt des collectifs d'entreprise, c'est de pousser pour qu'il y ait une réglementation qui impose. Et malheureusement, ça marche souvent comme ça. Hein. On en dit, ça serait bien de faire ci, faire ça. Et puis bizarrement, lorsqu'il y a un risque d'amende ou de PV, entre guillemets, d'un seul coup, tout le monde joue le jeu. Et je crains malheureusement que si on veut vraiment tenir le timing, il va falloir que ce soit contraignant et plus de la soft law, quoi. Ouais.
Oui, d'autant plus que s'il n'y a pas de réglementation, il y aura plein de passagers clandestins, c'est-à-dire des gens qui vont dire c'est très bien la transition, mais c'est pour les autres et moi je regarde faire. Donc on a besoin de réglementation absolument. On a besoin aussi de signaux de prix. Il n'y a pas de miracle. Après, il y a des questions de politique sociale et de répartition des efforts, mais on voit bien quand le litre d'essence passe en 3 ans de 1 à 2 euros le litre, il y a moins 15% de vente de carburant quand même. Et pour l'électricité, pas pour ceux qui sont au tarif, mais pour ceux qui avaient pris des contrats privés de court terme, se retrouvent avec l'électricité 2 ou 3 fois plus chère, la consommation a baissé spontanément de 10%. Donc, alors on espère que c'est pas en taillant dans le muscle de l'industrie en particulier, et que c'est bien les nouveaux comportements de sobriété que nous avons tous portés l'hiver dernier, 19 degrés dans votre bureau, pas 23, ou des choses comme ça. Mais ceci étant dit, on n'en est pas absolument sûr aujourd'hui. On pense qu'on a aussi un peu taillé dans le muscle, comme ça s'était passé en 2009, après la crise des subprimes, où on a vraiment descendu une grosse marche de consommation d'énergie, et notamment d'électricité dans l'industrie, liée à la crise. Donc on a besoin de tout ça. On va avoir besoin de tout ça. Juste un point là-dessus, parce que moi je pense qu'on a besoin de... malheureusement, il y a encore beaucoup de lobbies sur ces sujets. Et c'est extrêmement dur, y compris de légiférer avec les lobbies aujourd'hui, parce qu'il y a des enjeux économiques évidents de mobilisation des nouveaux modèles. On voit bien aujourd'hui comment ça se passe. Et dès que vous touchez à quelque chose, vous avez un lobby qui te lève la main en disant mais moi je peux pas, le plastique dans 10 ans c'est pas possible, l'agriculture durable c'est pas possible, dans 10 ans on va pas y arriver, etc. etc. Et donc on voit revenir même la question des pesticides dans certains endroits, parce qu'aujourd'hui on s'est aperçu que tout le débat sur le glyphosate, etc., était un débat qui a mené effectivement à se réinterroger sur une agriculture qui, le modèle français ou européen de l'agriculture, n'est pas du tout prêt à la transition écologique, il faut se le dire aujourd'hui, mais absolument pas prêt du tout. Donc à un moment donné, ça veut dire quoi les lobbies, ça veut dire quoi légiférer, et comment on fait? Moi je pense que sur ces sujets, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir probablement mobiliser. Il y a des momentum qu'il faut utiliser. Aujourd'hui, je pense que très honnêtement, il y avait une fenêtre là très forte, avec un Parlement européen plutôt ouvert sur ces questions, un Green Deal, ça a été dit, des économies, des démocraties occidentales plutôt prêtes à ça. Avec la montée des nationalismes, on peut se projeter à 5 ans, et il y a des scénarios du pire qui disent que les climato-sceptiques vont revenir quelque part aux affaires un peu partout. Il y a de quoi s'inquiéter. Donc moi je pense que les moments, il faut les prendre, et malheureusement ils n'ont pas été pris là encore. Il faut probablement être plus ambitieux que ce que ça n'a été. Sinon effectivement on risque de se retrouver avec des éléments encore pires que ce qu'on connaît aujourd'hui. Pardon pour de plomber un peu l'ambiance, mais c'est quand même... C'est vrai qu'on peut tous faire pipi sous la douche, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, il y a des vrais leviers, et il y a 1000 milliards d'évasion fiscale aussi qui pourraient très bien soutenir la transition écologique. Et moi, ça m'agace terriblement de savoir que quand je supplie pour avoir une subvention de 20 000 euros, il y a 1000 milliards d'argent qui n'est pas payé. C'est un manque à gagner pour la transition écologique et pour les générations qui nous suivent. Ouais. Je fais là. Il y a une autre question dans la salle. Oui, j'ai une... Merci beaucoup. Oui, j'ai une question. J'habite dans les Hauts-de-France et tout le monde, personne n'ignore ce qui se passe depuis quelques jours dans les Hauts-de-France. Donc dimanche dernier, j'ai pris mes bottes de pêcheur et puis j'ai été donner un coup de main. J'habite à Lille, j'étais à Blandec, donner un coup de main. Et ce qui s'y passe, c'est quand même assez effroyable et une conséquence directe du changement climatique. Et donc on a échangé avec les sinistrés et justement je reviens à la question assurantielle. Ils sont de plus en plus dans le doute. On va être remboursé encore cette fois-ci, peut-être la prochaine fois, peut-être qu'il y aura des exclusions de garantie, peut-être qu'on sera plus couvert. Est-ce que ce sera l'État? Est-ce qu'on va devoir partir? Donc ma question est tout simplement, est-ce que l'ESS peut apporter un message d'espoir à ces personnes? On se tourne vers les assureurs, là. Ça va être difficile d'un message d'espoir quand on voit les chiffres, mais disons qu'il y a un effet de
de pousser à. Alors, c'est pas directement lié aux catastrophes naturelles, mais je vois que par exemple, il y a du lobbying qui a été fait, initié par la Massif, pour que l'assurance habitation ne soit plus conditionnée avec le crédit. Des choses qui étaient un peu en vente forcée, qui n'étaient pas normalement dans les usages, c'était le cas. Et on se retrouvait avec des assurances pour le crédit qui n'étaient pas forcément avantageuses du tout. Et on était pieds et poings liés, et finalement, ça a bougé. Parce qu'il y a des actions qui ont été menées. Et je pense qu'il va falloir faire des actions aussi sur le sujet des CatNat. Et il y a surtout les rassureurs aussi, il ne faut pas les oublier. Parce que les assureurs sont assurés auprès des rassureurs pour que tout le système tienne. Donc c'est difficile. Il y a des stress tests qui sont menés maintenant dans les entreprises d'assurance pour voir comment ça va évoluer. Mais c'est compliqué de donner une lueur d'espoir pour l'instant parce qu'on n'a pas des chiffres encore très, très précis sur comment on peut faire tenir la baraque ou comment il faut réévaluer les choses. Et là, je ne vais pas parler à la place de mes collègues de la direction des risques ou du métier assurance, qui sont des experts. Mais en tout cas, notre rôle à nous, c'est de soutenir et d'accompagner le sociétaire. Donc clairement, ouais. Oui, moi j'aimerais ajouter, alors là pour le coup, sur ce qui se passe dans 5 ou 10 ans en termes d'impact environnemental territorial, là on manque de données. Il y a peut-être des gens qui essayent de faire de la prospective territoriale, de travailler sur les données géophysiques, etc. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Et que comme on a quand même maintenant un système un peu détraqué, le passé ne répond plus de l'avenir. Donc voilà, on est dans une situation où assurer devient un métier extrêmement difficile. Il n'a peut-être jamais été compliqué. Mais, enfin, difficile déjà avant, mais là, avec vite de mauvaise presse et mal vu, si ça ne suit pas derrière. Et par contre, on parle d'inondation en ce moment, mais il ne faut pas oublier les sécheresses. Et on s'est rendu compte cette année que les sécheresses vont avoir un impact économique encore plus fort sur les gens, parce que c'est le retrait argileux, gonflement, retrait argileux, et qu'il y a énormément d'habitations, de logements qui vont être mis en péril, pas par les inondations finalement, mais par les sécheresses qui arrivent aussi. Donc il y a un effet accumulation, quoi, pour le coup. Ouais. Non, je voulais, à propos du colibri de tout à l'heure, apporter juste un petit témoignage. Donc, RTE vient d'approuver ce qu'on appelle son plan de transition. C'est-à-dire, en même temps qu'on fait le bilan de gaz à effet de serre en disant au 31 décembre 2022, voilà ce qu'on avait consommé ou produit plus exactement comme gaz à effet de serre sur l'année, scope 3 bien sûr, etc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on s'engage à faire dans les 4 prochaines années pour réduire cette émission de gaz à effet de serre? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a une partie, par exemple, qui va concerner puissamment nos salariés. Vous allez moins prendre l'avion, même terminé. Bon, complètement. Alors que il y avait des trucs un peu ouverts, les managers en profitaient un peu. Voilà, c'est terminé maintenant, devoir d'exemplarité. On parlait tout à l'heure de la température dans les bureaux, ça maintenant c'est acquis, mais on va parler aussi des mètres carrés par salarié, parce que quand vous avez des salariés qui font de plus en plus de télétravail, on ne va pas continuer à avoir les mêmes ratios de 15 mètres carrés par salarié, c'est pas possible. Je peux vous assurer, ça grogne. Bon. Et quand on leur dit, vous allez avoir des véhicules électriques, alors là, on vous explique, mais c'est pas satisfaisant, il va falloir s'occuper de la recharge, il va falloir s'assurer qu'on ait vraiment le bon véhicule pour pouvoir aller là où on doit aller, en revenir. Voilà. Bon, on va y arriver, j'ai pas de doute qu'on va y arriver. Mais là, dans les quelques mois qui viennent, où on va approuver tout ça devant les IRP, parce qu'il faut changer notre politique voyage, notre politique immobilière, etc., ça va grogner. Moi, je compte sur les syndicats responsables en matière environnementale pour nous aider ou nous challenger sur notre insuffisance d'ambition sur le sujet. Parce que sinon, si c'est toujours plus c'est mieux, ça va pas aller. Non, mieux c'est mieux, mais plus, pas toujours. Maintenant, on arrive dans une planète limitée et il faut qu'on soit tous attentifs aussi à notre rapport au confort matériel. On a besoin de confort, et on en aura besoin parce qu'en plus on vieillit, mais voilà. Mais c'est pas toujours avec plus de mètres carrés, des voitures plus grosses, etc. Une sorte de sobriété heureuse, comme disait notre ami Rabi. Moi, je compte beaucoup sur la relève générationnelle aussi, Camille. Vous avez des lueurs d'espoir à nous donner avec la manne d'argent qu'il y a derrière. On va y arriver à les convaincre.
En vrai, en tout cas, nous, on a fait l'exercice au sein de l'IFD de se dire combien d'argent il nous faut par an pour décarboner l'économie d'ici 2050. Donc on est entre 30 et 50 milliards. Et en réalité, quand on regarde l'argent privé, notamment l'épargne des Français qu'il y a par an, c'est totalement faisable. Mais c'est des questions après de réorientation des flux et quelles sont les modalités qu'on va mettre en place. Et donc là, il y a aussi des propositions à faire au public, notamment. Et donc nous, on travaille là-dessus avec le comité de financement de la transition écologique qui est sous l'égide du ministère de l'économie et des finances. Et donc, en soi, ce n'est pas impossible. Et donc, j'aimerais dire qu'on peut y arriver quand même. Voilà. Eh bien, je propose qu'on... Alors, on y va. J'avais juste une dernière question. On parle beaucoup en fait des mesures d'atténuation, comment baisser notre empreinte carbone, mais quid aussi des mesures d'adaptation. Est-ce que, en tant qu'assureur, vous investissez au niveau des infrastructures, parce que pour avoir une pérennité en fait de nos infrastructures contre les sécheresses, contre les inondations et autres? Ouais, ça marche. Merci. Justement, c'est un point, je pense, qui est important à évoquer dans les freins. C'est très difficile pour nous de trouver des actifs qui répondent à ce sujet de l'adaptation. Donc, on a, par exemple, là, je vous ai mentionné des fonds dans lesquels on investit, qui sont dédiés aux infrastructures d'énergie renouvelable, à la protection de l'océan, etc. Des fonds dédiés à l'adaptation. Aujourd'hui, j'espère que vous n'allez pas me contredire, mais nous, voilà, ça fait partie des choses qu'on cherche, ça fait partie des sujets qu'on a à l'esprit, mais c'est vrai que c'est compliqué. Voilà, on n'a pas. C'est probablement un manque de données, un manque d'informations. Voilà, aujourd'hui, l'adaptation, c'est vrai que c'est pas encore un sujet sur lequel on s'est fixé un objectif d'investissement. Je voulais juste donner un exemple sur RTE. Nous, il y a 15 ans, on a dû faire un programme de consolidation de notre réseau pour résister aux tempêtes. On avait eu la grosse tempête de 1999. Aujourd'hui, avec les mêmes vents, en gros, on a moins de casse, donc ça a porté ses fruits. Mais ça nous a coûté 800 millions d'euros. Pour une petite entreprise comme nous, voilà. Donc c'était important. Et on l'a fait sur 10 ans, en plus, ça a été très long. Bon. On est obligé de refaire à peu près la même chose à l'égard du risque maintenant inondation. C'est-à-dire qu'assez souvent, nos postes étaient... près des fleuves, parce que c'est là qu'il y a les centrales nucléaires, etc. Voilà, il faut une source froide pour le... Bon. Et donc maintenant que j'allais dire l'inondation centenale revient tous les 10 ans, je la fais courte, bien sûr. Il va falloir se situer plutôt sur la millénale, voire au-dessus. Et c'est des travaux significatifs que nous devons faire et qui sont inscrits dans nos plans d'investissement pour les 10 ans qui viennent. Donc bienvenue aux investisseurs. On va beaucoup émettre d'obligations dans les années qui viennent. Elles ne sont pas très bien rémunérées parce qu'on a un risque relativement faible. Donc c'est pas... Voilà. Mais on aura besoin de l'épargne des Français, absolument. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ça va ? Non ? Si, ça marche. Justement, donc, concernant l'orientation de la finance vers plus de durabilité, est-ce que vous travaillez sur le levier de l'épargne salariale, en fait, qui est géré d'ailleurs notamment par les syndicats ? Est-ce que c'est peut-être un levier éventuellement d'orientation de l'épargne vers des leviers plus vertueux ? Alors nous, quand on a fait notre exercice de chiffrer la décarbonation de la France, on a regardé vraiment toute l'épargne des Français. Donc le poste principal, c'est évidemment l'assurance vie, mais on a aussi regardé tout ce qui est épargne salariale, et en effet, c'est un levier qui peut être utilisé. Tout à fait. Et il y a des solutions d'ailleurs côté plutôt fintech et start-up qui proposent de l'épargne salariale plutôt alignée soit avec les accords de Paris ou soit avec les ODD. Donc oui, il y a des possibilités en effet. On va prendre une dernière question, si vous voulez. Eh bien, non. Oui. Juste une information, c'était pour signaler que la plateforme Convergence au niveau de l'ESS qui est animée par Improve et l'Avise, depuis 4 ans, il y a des travaux sur la finance à impact et notamment sur l'intégration environnementale, mesures d'impact.
pour permettre en fait aux acteurs de l'ESS de s'impliquer également au niveau de la mesure des impacts environnementaux. C'est une sorte d'outil de calibrage en fait de la démarche. Est-ce que ça vaut le coup pour tous les acteurs de l'ESS de s'impliquer avec des moyens plus ou moins faibles, mais voilà, c'est disponible sur la plateforme Convergence pour tous les acteurs. Et signaler que tous les acteurs de l'ASS doivent être fiers de leur savoir-faire en matière au niveau des facteurs sociaux, au niveau du facteur social, qui lui-même ne fait pas l'objet d'une taxonomie européenne. Il n'y a que la taxonomie environnementale pour le moment qui est sortie. Et donc ça veut dire qu'on compte sur tous les acteurs du social pour se placer et placer leurs bonnes pratiques et les mettre en avant. Ça tombe bien, il y a des élections européennes prochainement. Alors c'est vraiment la toute dernière parce que Madeleine attend pour pouvoir faire sa conclusion et ouvrir le bar. Ok. Juste comme ça, Philippe Heurtebise, CFE Énergie. Voilà, donc je réponds. Donc la CFE Énergie est un partenaire qui est prêt à discuter tant qu'il n'y aura pas de casse sociale derrière. Donc on y va. Bravo. Merci à tous nos intervenants. Merci à vous tous pour vos contributions. On va céder notre place à Madeleine Gilbert, secrétaire nationale et référente de la RSE pour la CFE-CGC. Merci beaucoup. Bravo. Alors, moi, je tenais à vous remercier, cher public, d'être venus. Je tenais, mesdames et messieurs, à vous remercier pour votre participation, l'UDES, la Massif, avec qui nous étions en coopération sur cette table ronde, l'Institut de la finance durable, auquel nous sommes adhérents, nous, CFE-CGC, Fondation RTE. Merci Frédéric pour ta présence. Alors moi, j'ai retenu pas mal de choses, je vais être synthétique. Donc cette table ronde, elle parlait d'ESS et de transition environnementale. Donc effectivement, aujourd'hui, on a une époque auquel on est... une époque un peu chavirée, mais on devra régler le problème social et environnemental. Moi, ce que j'ai noté et ce que j'ai envie de dire, c'est que la force du collectif par l'ESS devrait pouvoir faire cette transition économique juste, c'est ce que j'ai noté. J'ai noté aussi que la coopération sociale et environnementale était très importante et qu'il y avait un lieu de coopération à trouver, et plus que jamais, justement, puisque si on veut arriver à cette neutralité carbone en 2050, notamment, dans les territoires aussi, les territoires sont très importants pour la mobilité et l'habitat, mais aussi dans cette planification écologique qui va bientôt être transcrite en loi. Énergie-climat en début d'année 2024, où justement les entreprises sont mobilisées très fortement pour faire cette transition, pour arriver à cette transition neutralité carbone. Changer des modèles sociaux, des modèles économiques. Et moi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans notre charte que nous avons réécrite, parce qu'elle était très longue, très dense, et on a voulu justement aller à l'essentiel, nous avons 5 points, 5 engagements, et c'était bien avant de faire cette table ronde. Et le 3e point, c'était soutenir une économie durable, sociale et solidaire, grâce à des modes de production et de consommation responsables, la relocalisation des activités, le développement de la finance responsable, de l'économie circulaire et de l'économie sociale et solidaire. Et je voulais juste dire que le ministère secrétariat de l'économie sociale et solidaire va mobiliser 3 millions pour les territoires, notamment sur l'économie circulaire et les commerces de proximité. Et puis le 3e point, c'était défendre la recherche et l'innovation au service d'une société bas carbone, justement par l'innovation sociale. Voilà, nous sommes adhérents au Pacte mondial des Nations Unies et nous sommes aussi partenaires engagés pour la nature. Nous cochons toutes les cases, mais c'est pas vraiment pour les cocher, c'est vraiment par un réel engagement. Comme vous, messieurs, mesdames, vous êtes vraiment engagés, je vous en remercie. Et nous, CFE-CGC, nous sommes engagés pour réussir cette transition écologique et environnementale et bien sûr économique.